Ils ont fait la une de l'actualité. Les médias les ont starifiés, voire statufiés. On ne parlait que d'eux, on ne voyait qu'eux. Et puis, du jour au lendemain, ils ont quitté l'éphémère panthéon de la gloire moderne. Les projos de l'info ont éclairé ailleurs et le public les a zappés. Aussi vite qu'ils avaient quitté l'incognito, ils sont retournés à l'anonymat. Qui étaient-ils? D'où venaient-ils? Pourquoi et comment avaient-ils acquis leur célébrité? De quelle façon, eux et leurs proches, avaient-ils vécu leur végétariat? Pour quelles raisons ont-ils disparu de l'actu? Que s'est-il passé depuis? Bref, que sont-ils devenus? Dans Tout le monde en a parlé, à travers d'abord des archives de la gloire, puis une enquête sur leur vie aujourd'hui, et enfin une interview vérité, je vais vous raconter leur histoire. Voici Tout le monde en a parlé, l'émission qui rallume la lumière. J'accueille Jean-Luc Romero. En marge de la politique, le témoignage courageux de cet élu RPR, premier homme politique français à dire publiquement qu'il est porteur du virus du sida. Jean-Luc Romero raconte son combat. Bien des portes se sont fermées depuis qu'il est séropositif. 17 ans d'un parcours où il est passé de la condamnation des médecins à l'espoir. La lutte contre le sida, c'est logiquement une compétence de l'État, mais en même temps, à partir du moment où cette maladie s'insinue à ce point-là dans la société, à ce point-là dans nos cités, dans nos villes, dans nos villages aussi, parce que ça ne s'arrête pas aux frontières des villes, il est évident que les élus locaux qui sont au plus près du terrain ont un rôle à jouer aux côtés des associations qui font contre cette maladie un travail tout à fait remarquable. Tout le monde en a parlé à retrouver Jean-Luc Romero à Paris, dans le 12e arrondissement. Dans son appartement se côtoient sculptures, peintures et photographies. Mais la pièce la plus originale, ce sont les toilettes, qui prennent des allures de véritables kiosques de presse. La première chose que fait l'homme politique le matin, c'est regarder les infos. Le matin, je ne reste jamais très longtemps chez moi. Non, je préfère me lever à la dernière minute, où je me couche en général très tard. Sida, euthanasie, don du sang, vu tous les combats qu'il mène, Jean-Luc Romero est un homme très demandé. Allô? Ouais, salut, ça va? Bon, tu me rejoins là aujourd'hui pour cette longue journée? D'accord, bah tout de suite. Bon, mais il va être l'heure d'y aller. Et les journées sont chargées. Ce matin, Jean-Luc Romero rejoint son assistant, direction le Conseil régional d'Île-de-France. Mon quotidien, c'est comme tout le monde, le métro. Je trouve ça plutôt bien. J'ai plus de voiture, que j'ai vendue il y a 1 an, parce que je ne m'en servais pas à Paris. Pas une minute à perdre. Sur le quai et dans le wagon, il relit rapidement le discours qu'il va prononcer lors de la séance plénière. J'en ai au moins 6 différents. On arrive au Conseil régional d'Île-de-France. J'ai assisté à la séance plénière qui a lieu depuis hier. En général, c'est des sessions de 2 jours. Salut, tu vas bien? Ça va, Jean-Luc? Ouais, toi? Je vais peut-être passer au Sénat cet après. Ah bah ouais, essaye de passer, ce serait sympa. Prochaine étape, les bureaux de l'ADMD, l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Jean-Luc Romero en est le président depuis 2007. Ça va? On m'a dit que vous avez des petits soucis. Ouais, ça va. Ça va? Bah là, le programme, ça va être de signer les parapheurs, de voir le point pour la réunion que je ferai demain à Saint-Brieuc, de faire le point. Par son lobbying, à travers des actions médiatisées, Jean-Luc Romero entend obtenir le vote d'une loi autorisant l'euthanasie. Ils m'ont pas rangé sur la photo. Je sais pas d'où elles sont. Ouais. Puis après, on déjeune. Bah, tu déjeunes avec nous aussi. Après un déjeuner rapide, il se rend chez son éditeur. Quelle heure il est? Ah oui. On a combien? Porte. Attends, je crois que c'est là. Hein. Si jamais la bonne porte. Attends, j'ai le numéro. C'est là. Hein. Et c'est Jean-Luc Romero. C'est quel étage déjà? Combien? Ok. Le chevalier des arts et des lettres écrit actuellement un livre sur les hommes politiques et l'homosexualité. Ah bah c'est bon. Bonjour. Bonjour. J'ai bien travaillé là hier parce qu'à la région, il y avait tous les représentants des... Tu sais, c'est ça d'être à la région Île-de-France, c'est plutôt un intérêt, des partis qui m'ont pas encore répondu. Ah, donc j'ai pas mal relancé et... Non, je vais te montrer que j'avais bien avancé. Donc tu vois là, je suis au chapitre Quel combat. J'ai fait... Il y en a un que j'ai supprimé. J'ai fait homéopolitique, ça tu l'avais vu, c'était le premier. Ouais, mais bon, qui a beaucoup encore changé. Tu vois, j'ai bien bossé, je suis assez content.
Dernier rendez-vous de sa journée au Sénat, dans le cadre de la lutte qu'il mène contre le sida depuis plus de 15 ans. C'est les 15e états généraux d'élus locaux contre le sida. Il n'y a jamais autant de gens qui ont vécu avec le sida, mais on n'en a jamais aussi peu parlé. Cette maladie est totalement invisible et il faut faire un bruit de fond. Un peu scandaleux. Des personnalités politiques sont présentes. Comme chacun le sait, malheureusement, aujourd'hui, il est difficile de mobiliser autour de la lutte contre le sida. Je me déplace depuis maintenant 15 ans pour élus locaux contre le sida. J'ai vu au fur et à mesure les salles se vider. J'ai vu les associations disparaître au fur et à mesure. Et je crains malheureusement que ce ne soit pas la fin. Et paradoxalement, il y a voilà, près de 160 000 personnes qui vivent avec ce virus. Jean-Luc Romero mènera-t-il un jour l'un de ces combats au sein d'un gouvernement? S'il pouvait nous donner un peu, l'association, elle va mourir sinon. Et maintenant, la lumière se rallume sur Jean-Luc Romero. Jean-Luc, bienvenue dans Tout le monde en a parlé. Merci. Vous êtes né le 30 juin 1959 à Béthune, dans le Pas-de-Calais, père ouvrier, parents immigrés espagnols, ayant fui le franquisme, famille de gauche, oncle communiste. Mais communiste ou... Ah, communiste. Stalinien. À l'époque, je pense qu'ils l'étaient tous un petit peu quand même. Oui. Alors vous grandissez chez votre tante jusqu'à l'âge de 11 ans, puis à partir de 11 ans, votre mère prend un café qui s'appelle Au Bon Café, et vous vivez au-dessus de l'établissement. Oui. À l'époque, vous êtes enfant de cœur. J'y étais tard d'ailleurs, je crois 13-14 ans. Oui, c'est ça. Ouais. Et vous finissez par vous braquer contre le stalinisme du tonton. Oui, je crois que c'est toujours un peu comme ça. Quand on est un peu gamin, il faut qu'on soit l'opposé de ce que sont vos parents. Et c'était curieux quand même, parce que cet oncle, je l'adorais. Je l'adorais, et en même temps, l'idéologie qu'il défendait me répulsait. Mais j'adorais cet homme-là, et je crois que c'est à cause de lui, ou plutôt grâce à lui, que je me suis intéressé à la politique. Et voilà. À 17 ans, vous commencez à militer au RPR de Béthune. En fait, il fallait pas que je sois trop proche des militants RPR, parce que ma mère, le café de ma mère, était en face du siège du Parti communiste. Ah d'accord. Et donc, évidemment, elle voulait quand même vendre quelques cafés et bistouilles, comme on dit dans le pays, c'est-à-dire vendre un peu de genièvre, enfin tous ces alcools qu'on boit le matin tôt. Et donc, il fallait pas trop voir quand même les RPR. Alors, à l'âge de 18 ans, vous êtes délégué des jeunes RPR du Nord-Pas-de-Calais, quand même, ascension foudroyante. Alors, sur le plan scolaire, vous faites une licence de droit à Lille, ensuite vous allez à Paris, à Assas, jusqu'à une maîtrise de droit et un DEA de sciences politiques, quand même. Oui, j'ai fui en fait. J'aurais pu faire tout ça à Lille, parce que j'avais commencé à Lille. Et en fait, j'ai préféré fuir l'ambiance un peu pesante, vu un peu mon identité. Je me sentais pas bien du tout à Lille, et donc j'ai trouvé plein de prétextes. J'ai dit à ma mère que ce que je voulais faire n'existait pas à Lille. Et comme voilà, d'un milieu modeste, et ne savait pas qu'il n'y avait pas forcément des maîtrises de droit à Lille. Et donc voilà, j'ai fui à Paris en fait. Là, vous êtes attaché parlementaire d'un certain nombre d'hommes politiques, dont Guy Dru. Oui. En 1984, vous avez donc 24 ans, vous rencontrez Hubert, qui sera votre grand amour. Vous dites, son charme vous attirait tel un aimant. Ah il était très beau. Il avait les cheveux noisettes. Il était très beau. La première fois que je l'ai vu dans une boîte de nuit, qui était célèbre à l'époque. Enfin, c'était plutôt même un bar de drague. Et ça s'appelait comment? Ça s'appelait le BH. Et c'était, je l'ai vu, et c'était lui. Ah ouais. Est-ce lui qui vous a transmis le virus du sida, vous voulez pas le savoir? Si, je pense que c'est lui. D'ailleurs, on en a parlé bien plus tard. En 1987, donc, vous avez 28 ans, vous apprenez votre séropositivité. Vous vous souvenez du moment où vous l'avez appris? Ah oui, je m'en souviens très bien. Oui, il y a des moments dont on se rappelle. Oui, parce que je revenais d'Afrique du Sud et j'avais eu un certain nombre de problèmes là-bas, et mon médecin me dit, écoute, essaye, fais le test, on ne sait jamais. Et donc je me rappelle, j'arrive dans son cabinet, et puis il m'a dit ça comme ça, tout à fait naturellement. Et puis il n'avait pas les mots, parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'il pouvait me dire? Je savais un peu ce que c'était aussi, je ne vais pas poser de questions. Et je sais que je suis parti, j'avais un ami qui m'attendait dans un bistrot en bas. Et voilà, et j'ai mangé un sandwich après. Et j'étais un peu ailleurs, quoi. C'était un autre monde. C'était un arrêt de mort. Mais voilà, je pense qu'à ce moment-là, on réalise pas trop. Puis en plus, on n'a pas de réponse à attendre. Parce qu'on n'a rien à l'époque, en fonction de ce qu'on savait, on n'a rien à vous dire. Là, vous prenez de la ZT,
toutes les 4 heures, effet secondaire épouvantable. Vous essayez de continuer à vivre, de ne pas penser à cette maladie, et puis en fait, toutes les 4 heures, il faut prendre ce cachet. Alors la journée encore, ça passe, mais la nuit, il faut se réveiller la nuit. Donc vous êtes tout le temps dans la maladie. Et je crois que ça a tué plein de gens, ça. Ben, les gens tombent comme des mouches à l'époque. Vous demandez quand votre tour va venir, et à l'époque, vous êtes persuadé que vous ne verrez pas vos 30 ans, quoi. Mais en même temps, comme je m'occupe tellement de tous mes amis qui sont malheureusement contaminés, je passe mon temps à aller les voir, en fait, j'en oublie mon propre virus. Alors, en 1994, à l'époque, vous avez 35 ans, Hubert meurt. Vous dites, je lui parle souvent, il demeure ma boussole et ma force. Oui, parce que c'est quelqu'un qui m'a apporté, d'abord, qui m'a permis d'assumer ce que je suis. Parce qu'avant lui, j'avais pas vraiment connu d'amour homosexuel. Et lui m'a montré que, eh bien, on pouvait être homosexuel et connaître l'amour. Et voilà, et il m'a appris d'une certaine façon à vivre. Et c'est vrai que je vis toujours un peu par rapport à lui et que je pense toujours, quand je fais quelque chose, je me dis, mais qu'est-ce qu'il m'aurait dit? C'est bien. Et puis ça m'aide vachement. Vous avez été heureux avec lui? Vous êtes très heureux. Aussi heureux depuis? Oui. Tant mieux. En 1996, l'espoir renaît avec l'arrivée des trithérapies. Au départ, c'est quand même 27 pilules par jour. Ça soigne, mais en même temps, ça fait du mal, quoi. C'est-à-dire, c'est comme des petites bombes qu'on s'injecte ou qu'on avale. D'abord, prendre toutes ces pilules, c'est un peu épuisant. Ça vous met toujours dans la maladie. Et puis au-delà des effets physiques, ça vous déforme totalement. Et je pense qu'à un moment, c'est quand même difficile à vivre, quoi. Et puis, c'est difficile de dormir, non? Je me lève toutes les heures et demie depuis cette époque-là et ça ne s'est jamais arrêté. Donc je ne sais pas ce que c'est que de dormir une nuit entière. C'est mon rêve, si j'avais un rêve à formuler aujourd'hui, c'est de pouvoir dormir 8 heures d'un seul coup. Vous n'êtes jamais reposé, en fait? Je suis toujours crevé, Alors, en 2000, vous êtes victime d'un outing par un journal gay. Votre homosexualité est révélée. Et votre mère vous dit, c'est terrible d'annoncer ça à sa mère, elle vous dit, quel vice te pousse, quoi. Elle n'y voit que du vice, en fait. Je lui ai jamais rien caché. Hubert, elle l'a connu, elle l'adorait. C'était un peu comme Friends, quoi. On vivait ensemble, parce que ça coûtait moins cher. Enfin, et je lui ai jamais rien caché. Et en même temps, je sentais pas le besoin de lui parler. Elle sentait pas le besoin de m'en parler. Donc les choses étaient. Et puis le jour où il y a eu cet outing, c'est sûr que là, j'ai pas tellement eu le choix. Alors ce que je devais faire, parce que je devais parler quelques semaines plus tard dans un journal. J'espérais pouvoir la voir tranquillement. Bon, mais je pense que pour elle, c'était un peu terrible. Et puis elle avait la vision qu'ont tous les gens. Enfin voilà, c'est une maladie, c'est la maladie de la honte, c'est la maladie du sexe. Donc t'as péché et puis voilà, t'as quelque part eu ce que tu méritais. Elle s'en est remise, hein? Depuis, Parce qu'elle était au Banana Café avec vous pour votre anniversaire. Oui, tout à fait. Ce qui prouve quand même. Bien au courant. Oui, je suis au courant de tout, moi. Alors en 2002, c'est vous qui décidez de révéler votre séropositivité, cette fois, dans un livre qui s'appelle Virus de vie. Et là, vous devenez le premier élu du monde à rendre public sa séropositivité. Oui, parce que je pense qu'on est dans la politique, il ne faut surtout pas parler de maladie, c'est une espèce d'aveu de faiblesse, mais si je pense le contraire. Mais en même temps, moi j'en avais besoin, vous vous rendez compte, des gens m'avaient volé ma vérité en disant à ma place mon homosexualité. Je savais qu'il y avait des gens qui ne me voulaient pas que du bien, et j'avais pas envie. J'avais pas envie qu'on dise à ma place que j'étais séropositif, d'autant que j'en ai fait un combat. Donc je pouvais pas passer mon temps en plus à dire si c'était pas une maladie honteuse, ne pas le dire moi-même. Là j'étais prêt. Et il fallait que je le dise, mais c'était dur, hein. Ma mère était contre, Sheila qui était la présidente d'honneur de mon association était contre, mon ami de l'époque était contre, tout le monde était opposé en fait. Ça ne vous a pas empêché, un an plus tard, en 2003, de devenir secrétaire national de l'UMP, chargé de la lutte contre le sida. Oui, je pense que c'est grâce à Alain Juppé, qui a été un des rares à toujours bien se comporter avec moi. Ça lui a valu, je crois, enfin j'en suis sûr d'ailleurs, pas mal de réprimandes. Alors le 14 juillet 2004, vous êtes fait chevalier de la Légion d'honneur. Oui, ça c'est Nicole Gage, qui était secrétaire d'État à l'époque. Et c'est vrai que, vous imaginez, fils d'immigrés espagnols, venant de son petit Pas-de-Calais, oui, c'était important. Et je crois que c'était très important pour ma mère aussi. Et puis pour la cause que vous défendez? Pour la lutte contre le sida. On était en plus, à un moment important, un moment où les choses changeaient un peu. Et puis oui, c'est une reconnaissance à travers moi de ce combat qui, pour certains, reste un combat honteux. Bien sûr. Alors, quelle a été la réaction de votre entourage à ce moment-là? Votre mère, par exemple,
Quand vous êtes chevalier de la Légion d'honneur. Ma mère, c'était... Enfin, elle ne pouvait pas imaginer que son fils puisse être un jour chevalier de la Légion d'honneur. Puis vous imaginez, homosexuel, séropositif, elle se disait qu'il n'est pas aidé dans la vie, son fils. Et puis au final, il a la plus belle décoration qu'on peut avoir en France. Donc je pense que pour elle, ça a été important et ça a changé d'ailleurs à la fois son regard et puis surtout sa façon certainement de mouvoir et de bouger vis-à-vis de ses amis. Parce que je crois que la honte qu'elle pouvait ressentir par rapport à mon mode de vie était effacée. Et d'un seul coup, elle était fière. Elle était fière de son fils. Avec les médias, comment ça s'est passé à cette époque? Plutôt pas mal, parce que j'étais quand même un peu atypique et rare sur les thématiques, en étant à droite. Donc ça s'est plutôt bien passé, hormis peut-être une partie de la presse gay qui a été très violente avec moi. Elle vous reprochait d'en parler, de vendre votre maladie? C'est-à-dire qu'avant, elle me reprochait de ne pas en parler, et le jour où j'en ai parlé, elle me reprochait de la vendre. C'est toujours un petit peu compliqué dans ces cas-là. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments un peu difficiles. Sur le plan financier, vous travailliez à l'époque pour un parti politique, comment ça se passait, non? Non, parce que j'ai été assistant parlementaire, et puis après, je travaillais dans une mairie. Donc... voilà, je ne roulais pas sur l'or, je n'ai jamais roulé sur l'or, mais bon, j'avais de quoi vivre. Sur le plan amoureux, la Légion d'honneur, la reconnaissance, la célébrité, ça vous a aidé? Non, ça m'a pas aidé spécialement, mais j'ai eu de la chance. Et j'ai eu beaucoup plus de chance que les autres séropositifs. Parce qu'en général, quand vous êtes séropo, tous les gens vous fuient. Ils ont tellement peur de ce virus. Moi, j'ai eu la chance. D'abord, ça n'a pas été compliqué parce que j'avais plus besoin de mentir, puisque tout le monde le savait, et surtout depuis cette époque-là. Et ça ne m'a pas empêché de connaître de belles histoires d'amour. Quel a été le meilleur moment de cette époque? Peut-être, curieusement, le jour où j'ai dit ma séropositivité. Parce que ce jour-là, c'était à la fois un jour terrible. J'avais la trouille d'aller dire publiquement, je l'ai fait devant l'association Aide. Il y avait Simone Veil à côté, donc ça aidait un peu. Donc c'était violent. D'ailleurs, j'ai pleuré pendant 3 quarts d'heure, 1 heure après, tellement ça se vidait. Mais je pense qu'à partir de ce moment-là, j'étais bien dans ma peau. C'est-à-dire que quand on a tout dit, et là j'avais tout dit. On est bien, qu'est-ce que vous voulez qu'on me fasse de plus maintenant? Vous voulez, on va peut-être annoncer que je suis hétérosexuel demain, voilà. Et le pire moment? Curieusement, c'est certainement l'outing. Ça a été un moment très très violent. J'ai perdu 10 kilos quasiment après. Parce que le fait que quelqu'un le dise à votre place au moment où vous allez le dire, c'était un peu cette idée de passer pour une espèce de pédé honteux. Moi qui avais tous ces combats depuis toujours, notamment au sein de la droite, d'un seul coup, comme ça, quelqu'un vous coupe l'herbe sous le pied. Et franchement, ça a été un moment vraiment très 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 dur. Pourquoi ils ont fait ça? C'était l'approche des élections municipales où Bertrand Delanoë était candidat et il y avait en face Philippe Séguin. Et j'avais réussi à convaincre Philippe Séguin à faire des gestes. Il avait fait un message à la Gay Pride, ce qui n'était jamais arrivé de la part d'un homme de droite. Il avait donné une interview à un magazine gay et il était prêt à faire un certain nombre de gestes. Et quelque part, certains, ça leur a fait un peu peur. Ils se sont dit, oh là là là, il ne faut pas que cette droite qui avait été scandaleuse pendant le Pax puisse d'un seul coup être réhabilitée auprès des gays. Je pense qu'ils ont fait du zèle, parce qu'évidemment, ça n'a rien à voir avec Bertrand Delanoë, qui n'aurait jamais supporté ça. Mais je pense que certains ont fait du zèle. Plus un journal gratuit qui s'appelle Email, qui est absolument inconnu, quoi. Oui, mais curieusement, tout le monde le savait avant moi. Il avait été bien distribué, comme par hasard, ce journal. Ensuite, vous quittez l'UMP parce que vous avez le sentiment d'être instrumentalisé. Vous êtes un peu la Libye PD de l'UMP, de la droite, quoi. En plus, il y avait à ce moment-là, commençait à y avoir l'affaire Van Est aussi, qui m'a quand même posé beaucoup de problèmes. De voir qu'on a un type qui dit que les homosexuels sont inférieurs et qui reste dans le même parti que soi, il y a un moment... Il n'est toujours pas exclu aujourd'hui. Il est toujours là, il continue toujours à faire ses déclarations sans que ça gêne qui que ce soit. Donc je me sentais évidemment pas très bien là. En 2007, vous soutenez Bayrou? Oui. Vous lancez votre combat pour l'euthanasie? Alors, j'étais militant depuis longtemps, mais c'est vrai que j'ai pris des responsabilités à ce moment-là. Je suis devenu, je crois, vice-président. 94% des Français sont favorables à l'euthanasie. Il n'y a pas de loi sur l'euthanasie en France. Non, mais ça fait 30 ans que les Français y sont favorables. On n'a pas fait attention, mais tous les sondages donnent la même chose depuis 30 ans. Il y a un vrai décalage, mais c'est sur toutes les questions de société entre les responsables politiques et les Français. Ensuite, vous vous rapprochez de la gauche. Aujourd'hui, vous êtes conseiller régional Île-de-France PS. Ça correspond quand même mieux à ce que vous êtes, non? Alors, je suis apparenté PS. Apparenté, ça veut dire que je n'ai pas adhéré au PS, on ne me l'a pas demandé.
c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens plus respecté. Ouais. Et c'est vrai, tous les combats que je peux avoir sur la toxicomanie, sur le sida, sur l'euthanasie, sur les discriminations, sur l'homosexualité, c'est vrai que oui. Ouais. Mais je trouve ça triste quand même. Je trouve ça triste parce que ces questions-là, elles devraient dépasser les clivages Sont de politiques. droite ni de gauche, absolument. Eh oui, Aujourd'hui, est-ce que vous êtes nostalgique de cette époque où vous étiez plus dans la lumière, plus vu? Non, parce qu'aujourd'hui, je mène des combats en ayant de vraies responsabilités. Je suis président de 3 grandes associations, dont l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, avec des dizaines de milliers de militants. Non, je pense que je suis plus reconnu. C'est bien de parler tout le temps, mais c'est surtout intéressant d'agir, et je pense que j'agis beaucoup plus efficacement aujourd'hui. Aujourd'hui. Ouais. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je referais tout pareil. Tout pareil. Oui, parce que quand on vit avec un virus depuis très jeune, d'abord on ne peut pas construire une carrière, on ne peut pas prévoir les choses, on vit au jour le jour. Ouais. Et même aujourd'hui, vous voyez, ça fait bien longtemps que je suis séropositif, je suis toujours dans ce même état d'esprit. Je n'ai rien construit, je n'ai même pas un appartement, j'ai tout dépensé mon argent au fur et à mesure, donc je ne changerai rien. Mais aujourd'hui, avec les médications modernes, vous êtes assuré de vivre longtemps, non? Bah, vous savez, moi j'ai quand même commencé les traitements très tôt, donc certains commencent à s'épuiser, j'ai pas forcément des défenses immunitaires très fortes, donc je sais pas de quoi est fait l'avenir quand même. Quand vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe? Vous savez, j'ai cru tellement mourir souvent que chaque livre que j'ai écrit, chaque article que je fais, je le termine par l'avenir dure toujours. Parce que pour moi, il a toujours duré l'avenir, et c'est ça que j'aimerais qu'on mette sur ma tombe. Mais je n'aurai pas de tombe parce que je serai incinéré. Au revoir Jean-Luc, j'étais heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci beaucoup. Merci. J'accueille Armand Altaï. Nous sommes à Damary-Lélis et voici le château le plus médiatisé de l'année, celui de la Star Academy. Parmi les 250 personnes qui travaillent sur l'émission, règne aujourd'hui une certaine tristesse. Le jeu s'achève demain. Il va falloir se séparer. Voilà, c'est très beau. Avec la petite fontaine moussue, les petites marches. C'est ça la difficulté, c'est que je suis attachée, mon cœur est grand, mais il y a les élèves de l'année dernière, ceux de cette année, et la difficulté est là, quoi. C'est comment les suivre. Je leur laisse ma porte ouverte, j'aime bien quand ils me donnent des nouvelles. J'ai pas des nouvelles de tout le monde et j'aimerais bien avoir. Je pense que c'est la der des der. C'est très beau. Chanter par eux, ça prend une autre dimension, bien que j'ai encore beaucoup de reproches à leur faire. Tout le monde en a parlé à retrouver Armand Altaï à Paris à la tombée de la nuit, dans le quartier du Marais où elle donne des cours de chant. Le studio est situé dans une ancienne bâtisse. Regardez ce lieu magique et tous ces bâtiments 17e qui sont très très beaux. Allô, mais je suis pas en retard du tout. Alors là, c'est dans ma classe de chant des anciens. Chut, chut, chut. C'est des anciens, donc c'est devenu des amis, ils en prennent à leur aise. Il y a des anciens qui ont connu Nolwenn, par exemple, voilà, que j'ai été plusieurs années, puis des tout nouveaux comme Lily, qui sont encore au lycée et que j'ai eu encore plus jeune. Et voilà, on va faire un cours entre nous, un peu poussé. Ici, les gestes sont les mêmes qu'à la Star Academy. Inspiration, expiration et vocalise. Armand, c'est quelqu'un d'unique, je trouve. Vraiment une gentillesse incroyable et une possibilité de nous apprendre incroyable. Le cours est terminé, mais la soirée d'Armand Altaï ne fait que commencer. J'aime Paris, je suis urbaine, je déteste les vacances et quand il n'y a plus personne pour travailler. Peut-être que je suis un peu addict au travail, ce que me reprochent mes proches. Comme elle n'est pas du matin, elle concentre son activité l'après-midi et le soir. J'ai une position confortable finalement parce que je reste très marginale et en même temps j'arrive à vivre de cette musique. Très populaire, Armande continue de susciter la curiosité. Voilà, oh, très vite alors parce qu'après il faut que je m'arrête. Je suis sublime. Ce soir, elle donne un concert sur la scène parisienne de l'Alhambra. Mais avant les répétitions, elle tient à s'arrêter dans son salon de thé préféré. L'endroit est calme. La star du chant est protégée des demandes d'autographes durant quelques instants.
Une fois dehors, je me dis, je suis pas tout à fait libre. Quelquefois, je suis pressée, quelquefois, j'ai pas envie qu'on me voie parce que je suis pas bien, tout ça. Mais ils sont tellement gentils que je leur fais un petit sourire. J'essaye de développer un pas rapide, mais moi, je peux pas courir. Direction la salle de concert pour ses répétitions. Il n'y a qu'une seule date et pour la chanteuse, il est donc essentiel que tout soit parfait. Mais ça ne fait pas du tout fenêtre de château. À une époque, je faisais tout moi-même. Je dessinais mes décors et tout. Donc là, je suis insupportable parce que c'est jamais comme on rêve les choses. On les rêve et puis tout d'un coup, ça se passe autrement. Et puis je suis un peu nerveuse. Armande Altaï s'est créé un univers fantasmagorique, baroque. Ça, c'est mon grimoire, un livre de magie avec mes textes, mes rubans. Et ça, une plume de phénix. Attention, cette plume, si vous la possédez, vous avez tendance à vous envoler. Je suis restée un peu gamine. Enfin détendue, elle met la dernière touche au décor. Deux choses. Soit on enlève carrément ça, soit on décroche et on les laisse pendre les rideaux comme ça. Et celui-là, je vais l'accrocher à ma manière, parce qu'accrocher là-haut comme ça, c'est pas bien. Quand son écrin est prêt, Armande se prépare et chauffe sa voix sous des regards admiratifs. Je vais chanter une chanson turque, je vais chanter un pergolèse, mais dans tout ça, je vais chanter des chansons que j'ai écrites récemment et il y a très longtemps, et qui sont un mélange de tout ça, un psyché baroque barré, voilà. Pour cette soirée unique, la chanteuse réserve quelques duos inattendus à ses 300 spectateurs. C'est un personnage légendaire, c'est beaucoup de bonheur et c'est un grand honneur d'être invité à chanter avec elle en duo. Et Armande, c'est ça aussi, un talent incroyable d'enchanteresse, de raconteuse. Venez mon chéri, nous avons bien mérité d'être un peu tranquilles, seuls avec un orage qui se déchaîne exprès pour nous séparer du reste du monde. La diva reviendra-t-elle un jour transmettre son art dans le monde de la télé-réalité ? Et maintenant, la lumière se rallume sur Armande Altaï. Bienvenue dans Tout le monde en a parlé. Merci de me recevoir. Alors, Armande, vous êtes née le 20 mai 1944 à Alep, en Syrie, sous le nom de Armande Kumpail Kabartay Altaï Madjini. Kabartay Altaï. Oh, Kabartay Altaï. Alors, votre père, officier de l'armée française. Oui. Votre mère, turque, oui, musulmane. Alors, votre père, c'était un vrai militaire, hein, c'est-à-dire qu'il employait à la maison, pour vous, les mêmes mots qu'avec ses soldats. Je vais vous mener à la cravache, debout là-dedans, c'est ce genre de phrase. Alors, votre mère, en revanche, vous a transmis son amour de la musique. Elle écoutait Radio Le Caire le jeudi soir, elle écoutait Kalsoum. Asmahan, Kalsoum. Ouais. Asmahan, on l'entendait pas beaucoup parce que c'était une chanteuse maudite. Ouais. Ensuite, votre père est muté en Côte d'Ivoire, et là, vous vivez une vie de sauvageonne au milieu des petits baoulés, oui, sous la protection d'une nounou homme qui s'appelait Coco. Coco. Il dormait sur le seuil de votre chambre. Coco était très long, très longiligne, et il se passait des choses terribles à cette époque. Mon père était peut-être, je sais pas, un homme spécial, et il a fait beaucoup souffrir une de mes sœurs dont il a abusé. Nida. Entre 6 ans et 12 ans, Nida. Et donc Coco s'asseyait devant notre porte et sa silhouette faisait un grand N, comme ça, il dormait là. Alors en 1949, vous avez 5 ans, la famille s'installe à Marseille, dans un grand appartement, sans votre père qui à l'époque... Il est parti en Indochine. Alors, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il n'envoie plus d'argent et vous êtes obligé de changer d'école. Oui. De tout vendre, de sortir des pensionnats, ouais, où on était toutes mignonnes, habillées, mais après c'était beaucoup plus dur. Mais notre mère, même si on n'avait pas d'argent pour manger, nous emmenait au cinéma. Alors c'est très rare à l'époque, ouais, les gens qui allaient au cinéma souvent ou qui achetaient des disques et des livres. Alors votre père disparaît, il reviendra quand vous aurez 10 ans,
flanqué de 2 Vietnamiennes. Oui. Avec une nuée d'enfants. Oui. Alors il repart dans la nature, et lorsqu'il redonnera de ses nouvelles, cette fois c'est pour réclamer de l'argent, et là il faudra vendre l'appartement. Oui. Déjà dans cet appartement, on vivait sans électricité, on se chauffait avec des braseros, nos camarades d'école trouvaient qu'on était très sauvages, et voilà, il y avait des lampes à pétrole, et ma sœur aînée et ma mère cousaient, faisaient de la confection pour que nous puissions survivre. Alors à 16 ans, vous entrez aux Beaux-Arts de Marseille en cachette de votre mère, et à 19 ans, vous mariez encore contre l'avis de votre mère. Oui. C'est difficile parce qu'à cette époque-là, c'était tellement sévère l'éducation qu'on ne pouvait devenir adulte qu'en se mariant. Ouais. Je l'ai regretté d'ailleurs, mais bon. Vous partez à Paris avec votre mari, vous habitez chez son frère qui n'était pas franchement sympathique, vous avez un boulot de dactylo, vous cherchez la porte de sortie, et là vous devenez mannequin. Oui, mais à l'époque je faisais 68, 69, 1m69, voilà, avec le chignon et les talons. Le chignon Pompadour? Oui, déjà. Ça vous allait bien? Ça allait à mes cheveux, sinon mes cheveux lâchés, c'est une espèce de masse frisée comme ça, et maintenant une barbe à papa comme ça. Alors là, vous fréquentez le tout Paris, et puis vous chantez à la fin des soirées, c'est comme ça que vous vous faites un petit peu connaître. Malheureusement, vous tombez enceinte, vous retournez à Marseille, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus votre mari, mais qu'en plus vous le méprisez. Et là, pour gagner votre vie, vous êtes disjockey dans les boîtes de nuit. C'est en 1965, c'est l'époque. C'est vraiment, il y a une espèce de souffle qui arrive comme ça. Il y a des groupes avec des chanteurs qui se déhanchent et se désarticulent avec beaucoup d'élégance et de morgue. Et ça nous soulage de cette espèce de raideur du carcan. Voilà, de l'éducation. Et c'est comme ça que j'ai les premiers Rolling Stones, Aretha Franklin, Sam and Dave. Et vous entrez enfin au conservatoire, où vous apprenez à chanter, et là vous commencez à vous produire en fait dans des restaurants. Des petits cabarets. Oui, vous commencez à être un petit peu connu dans la région. Oui, je fais des petites télés, j'ai fait une télé avec un jeune homme qui ressemblait à un Angelo, qui s'appelait Bernard Lavilliers, et Georges Brassens qui nous avait invités. Vous avez fait la première partie de Claude François aussi. Oui. À qui vous avez évité un lynchage. C'est-à-dire que le public de la Provence, c'est très difficile. Là, on est arrivé après une tauromachie à Lunel. Et là, il y avait des bouteilles partout, ça sentait la pisse de taureau partout. Il y avait des hordes de gitans qui se battaient avec une jouissance incroyable et sauvage. Et le soir, donc, quand le concert a commencé, c'était terrible. On ne pouvait plus sortir des arènes. On est nous-mêmes, ça sentait le taureau partout, c'était terrible. Et c'est vrai que Claude était inquiet. Et jusqu'à présent, il était très méprisant avec moi parce que quand il s'approchait des Claudettes, il leur levait le bras, il faisait « Oh, les poils repoussent, dégoûtant !» Il leur tirait les cheveux, « Oh, mais il y a des racines, je veux pas ça !» Et là, ce col enfilé, et puis il s'arrêtait devant moi, il faisait « Parce que moi, j'avais mes cheveux comme ça des chaînes partout. Voilà, j'étais pas lisse du tout. Et je me suis mis dans l'encadrement de la porte. Il avait insulté le public, c'était impossible. Les gens jetaient de tout sur la scène. Et dans les arènes, c'est rond, donc la foule a fait comme une vague, comme ça, et s'est précipité. Je me suis juste mis dans la porte et j'ai reçu les premiers. Et je pensais qu'il l'avait pas vu, ben il l'avait vu. Le soir où vous l'avez sauvé du lynchage, en fait, il vous attend au restaurant avec ses lunettes noires. Vous arrivez, en général, il dînait tout seul. Et là, vous parlez de l'Orient, parce que lui était né, évidemment, sur le Nil. Donc, d'un seul coup, ça vous rapprochait, quoi. C'est vrai. Alors là, vous êtes sélectionné par une émission très importante à l'époque qui passait le dimanche après-midi, présentée par Raymond Marcillac, qui s'appelait Le Jeu de la Chance. C'est de cette émission qu'était sorti Thierry Luron, Mireille Mathieu, évidemment. Vous préférez donner l'argent avant de partir de Marseille pour l'éducation de votre fille Virginie, et vous ne faites pas l'émission. Non, je supportais plus certaines musiques, j'avais envie de faire la mienne. J'avais vu Woodstock était déjà passé, donc ça m'avait changé la vie aussi. Et c'est vrai que notre mère nous avait éduqués musicalement. Donc, quelque part, j'ai pris le chemin un petit peu difficile des cabarets, de la Manche. Voilà, vous avez décidé de réussir autrement, donc vous ne faites pas le jeu de la chance, et vous commencez à faire les cabarets, mais au début c'est très compliqué. Vous êtes vestiaire à l'échelle de Jacob. Je vois passer Marie-Paul Bell, je vois passer des jeunes. Vous faites la manche dans les restos? Oui, à Montmartre. Un jour, vous êtes assise sur les marches du Sacré-Cœur, vous êtes un peu perdu. Arrive un gitan
qui vous dit de chasser les papillons noirs qui volaient autour de vous et qui vous offre une guitare. Et la veille, j'avais cassé ma guitare sur la tête de quelqu'un pour me défendre, parce que le soir, j'étais tout le temps attaquée. On en voulait peut-être aussi à ma vertu, parce que j'étais une fille pas mal à l'époque. Et en plus, me prendre l'argent que j'avais gagné, quoi. Donc je ne savais plus quoi faire, j'étais désespérée. Et je vois ce gitan avec les yeux injectés de sang, très sale, qui faisait peur à tout le monde, qui me fait une révérence, qui me pose cette guitare crasseuse à mes pieds, mais qui m'a sauvé la vie. Et c'est un signe du destin, puisque le lendemain, vous êtes engagé dans Godspell, à la Porte Saint-Martin. Donc, à l'époque, il y avait Daniel Auteuil et Dave qui étaient dans cette pièce. Qui faisaient les auditions. Je les ai vus faire les auditions. Il y avait tous les hippies de R, il y avait une foule complètement incroyable, avec des petites fumées du diable un peu partout. Et là, vous avez le rôle de Marie-Madeleine. Oui, en fait, c'était des clowns qui jouaient toutes sortes de personnages. J'étais Marie-Madeleine, mais j'étais aussi la femme adultère, j'étais aussi Socrate à un moment donné. Voilà. Alors là, votre carrière est lancée, donc vous commencez à faire des albums, des spectacles, de l'opéra, des concerts. Moi, je vous ai vu en concert au Bain, au Palace. Enfin là, voilà, c'est toute la carrière, disons, sur scène d'Armand Altaï. Ce mélange étrange entre le classique, le contemporain et la rock music, toujours ces deux mondes. Et là, vous commencez à faire du coaching de voix, alors des voix évidemment de chanteurs. Beaucoup de grands chanteurs sont passés entre vos mains, mais aussi des acteurs, mais aussi des hommes politiques. Et vous commencez à vous faire une spécialité de ces cours, en fait. Oui. Dès que je vois quelqu'un, j'ai un regard de... Comment on dit de quelqu'un qui s'occupe des chevaux? De maquignon. Je vois quelqu'un, je vois ses joues, je vois ses mâchoires, j'entends sa voix, je dis qu'est-ce que ça donnerait si... C'est dommage que là, il a ce petit truc, il respire comme ça, on sent qu'il a peur. On entend les petites filles qui pleurent, les vieux râleurs, les gens qui se cachent. Et ça devient une déformation, mais c'est passionnant. Ce sont ces techniques que vous enseignerez aux 16 élèves de la Starac à partir d'octobre 2001. Vous qui étiez dans la marche jusque-là, vous devenez célèbre. C'est la notoriété TF1, là. Surprenante. Surprenant, parce que je ne pensais pas que la télé avait ce pouvoir. C'est arrivé très vite. Ah ben ça a été du jour au lendemain, je ne pouvais plus marcher dans la rue. Du jour au lendemain, mon répondeur était rempli de gens qui chantaient « Je t'aime ». ma boîte aux lettres, il y a des paquets qui tombaient comme ça. Les mails, c'était par 400, 500 par jour. Je ne pouvais pas aller dans un restaurant sans qu'il y ait quelqu'un qui se lève, qui me fasse un concert. Même dans le métro, j'ai arrêté de prendre le métro parce que les filles se levaient, me chantaient une chanson, une autre la poussait, chantait aussi une chanson. Tout le monde voulait en être. Quelle a été la réaction de votre entourage à ce moment-là? Alors c'est curieux parce qu'il y a des gens qui disent « Comment vous cautionnez ça? C'est pas possible, vous qui êtes marginal. » Et en fait, j'ai dit « Mais comment vous le savez? Vous avez regardé ?» Et en fait, tout le monde regardait. Ça s'est passé comment avec les médias? Je n'ai pas arrêté d'en faire. C'est-à-dire qu'il est arrivé en 2003, je ne pouvais plus mettre un pied devant l'autre. Je ne pouvais plus parler tellement j'avais été filmée, j'avais fait de parlotte, je ne savais plus ce que je disais, je tenais plus debout. Ça a été un tourbillon incroyable. Vous avez gagné de l'argent? Un peu, pas tellement. Quand j'ai compris ce qu'on donnait dans d'autres émissions, je me suis aperçue qu'on n'avait pas grand-chose. Et sur le plan amoureux, ça vous a rapporté des aventures? Non, j'ai eu toutes sortes de propositions bizarres, des messieurs à moustache, à fleurs, un peu redingotés qui m'envoyaient des mails bizarres. Mais non, là, je ne sais plus de mon âge. Je ne suis plus dans la course. Quel a été le meilleur moment de cette époque? D'abord, ce qui m'a le plus touchée, c'est de voir tous ces gens de banlieue qui ne me parlaient pas vraiment avant et qui me disaient on a compris qu'en travaillant, on pouvait se changer, qu'il n'y avait pas de fatalité. Vos exercices, même si on vous fait ouin, 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 les ouin, ouin, ils me le font en tierce majeure juste. Donc, ils ont tous eu envie de travailler sur eux. J'ai trouvé ça très bien. Et ce qui était beau aussi, c'est de voir, je sais pas, dans la dernière, c'est de voir Seal chanter, par exemple, répéter plusieurs fois. Et on s'aperçoit à quel point les anglo-saxons travaillent par rapport à nous. Quel a été le pire moment de cette époque? Lorsque je voyais partir un élève qui avait mis tous ses chevaux dans la bataille et qui était complètement cassé, qui était comme s'il était chassé du paradis lorsqu'il partait. Alors en 2008, vous êtes directrice de la Starac. Malheureusement, c'est la dernière saison. Vous étiez un peu déçue. Vous avez dit la Starac a perdu de vue ce qui faisait sa force, la musique.
C'est-à-dire qu'on voyait des choses qui n'étaient pas du tout musicales. Ouais. Il préférait les disputes en se lavant les dents ou des choses comme ça. Et puis c'est un peu le contrat, tant pis si je vais le dire, hein, mais un contrat passé avec TF1, c'est comme un contrat avec la banque. C'est-à-dire, vous signez pour un pourcentage, pour des trucs, tout ça, et puis hop, il suffit que le gouvernement dit quelque chose et votre contrat ne tient plus. Oui. Voilà. Oui. Vous êtes nostalgique de cette époque, de la Starac? Non, je trouve que c'était bien qu'il y ait eu ça. Beaucoup de chanteurs français se sont mis à chanter juste, c'était en place. Bien sûr, oui. on avait une petite spécialité en France, c'était ça. Quel a été le plus grand talent pour vous qui est sorti de la Starac? Moi, je pense à Nolwenn, bien sûr. Nolwenn Leroy, oui. Nolwenn, mais je la mets en équivalence parce que c'est comme si on me demandait de choisir entre des enfants, des fraises et du chocolat. Donc il y a aussi Olivia qui est magnifique, qui est très créative. Il y a ce petit jeune homme que j'avais trouvé moi après la première Starac, Grégory Le Marchal, mais qui n'était pas assez en forme à l'époque pour venir encore. Vous avez de la rancune pour les gens de cette époque, pour TF1, pour les gens avec qui vous travaillez? Non, je trouve que c'est dommage. Je n'ai pas de la rancune, mais je voudrais qu'ils m'écoutent, ou qu'ils écoutent davantage ce qui se passe. Ils sont trop dans leur bulle. Ils pensent encore comme en 2003. Ouais. Alors que, on voit bien, même en démol dans le monde, le côté anxiogène de certaines émissions s'efface au profit de, au contraire, aller faire une semaine à Disney World, on va vous changer votre maison, on va... voilà. Et c'est passé un peu plus au contraire, dans une espèce de joie, parce que les gens sont trop anxieux maintenant. Vous en voulez à personne, en fait? Non, non. Si c'était à refaire, Armande, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je me méfierais davantage de certaines personnes, mais en fait, je fais toujours confiance. Parce qu'en fait, c'est vrai, je me suis fait avoir, on m'a pillée, j'ai été naïve. Mais je ne le regrette pas. D'abord, la naïveté, ça empêche de vieillir, parce que le visage ne marque pas, il continue à rêver. Et cette ouverture m'a amené aussi des rencontres merveilleuses. Alors, je ne sais pas. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voudriez qu'on écrive sur votre tombe? Chaque fois que je rencontre les gens, ils font « Ah !» Voilà. Ah. On écrira ça. Merci, j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci de m'avoir reçu. Merci Armande. J'accueille Laurent Broumet. Il y a du mauvais temps, une zone de mauvais temps qui tranquillement descend et va passer au nord de la France pendant le week-end. Elle va amener des perturbations successives en flot continu. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour demain? Alors demain vendredi. Demain, la première vague, celle qui arrose Paris en ce moment, elle va être sur l'est, depuis les Jura jusqu'à l'Alsace. Derrière, il y aura des éclaircies belles, pas mal. Et puis derrière, malheureusement, ça c'est ennuyeux, il va y avoir une poussée d'une deuxième vague de mauvais temps beaucoup plus virulente. Et dans toute la journée, elle va envahir toute la France. Vous n'avez pas intérêt à vous tromper, car à partir d'aujourd'hui, vous êtes notre monsieur météo, tout court. Nous avons décidé de mettre davantage l'accent sur les prévisions du temps et d'être, si possible, meilleurs que les autres. Tout le monde en a parlé à retrouver Laurent Broumet en bas de chez lui, dans le 16e arrondissement de Paris, à 5 h du matin. Il est déjà plein d'entrain. Je suis pas sportif du tout, mais je vais vite. Bon, pourquoi? Je vais été vite. Histoire d'habitude. 3 fois par semaine, il anime la matinale de la chaîne de télévision consacrée à l'équitation. Les chevaux, c'est son dada. Alors là, on va à Colombes. Le matin, on est entre nous. Alors évidemment, il faut être du matin. Si on aime que travailler que le soir, c'est l'horreur. J'ai toujours été du matin, même quand j'étais gamin. Donc quelque part, c'est un certain plaisir de voir autrement les choses. Voilà, allez. Hop là. C'est de son grand-père qu'il tient cette folie pour l'équitation. Laurent élève d'ailleurs des pur sang depuis une quinzaine d'années. Sur le Royal Oak, qu'est-ce qu'on fait? Un off. Equidia, c'est la chaîne du cheval et c'est la chaîne en particulier des courses. Donc l'idée de la matinale, c'est pas du pronostic, mais c'est de l'information sur ce qui se passe. Laurent Broumet, c'est quand même une figure de la télévision. Moi, je l'ai connu quand j'étais gamin et travailler avec lui, j'étais un petit peu impressionné au début. Puis finalement, ça se passe très très bien. Il est vraiment très très sympa, très souple dans le travail. Il dirige bien son équipe. On travaille vraiment dans la bonne humeur. Il est toujours de bonne humeur. Il donne plein de conseils. Ouais, c'est papa, Laurent Broumet. Et l'ancien scientifique ne fait rien pour contredire sa réputation. Je corrige et je relis le bandeau déroulant. J'essaie de ne pas louper les fautes d'orthographe. D'ailleurs, ça m'horripile sur toutes les chaînes de télé. Il y a des déroulants avec des trucs, par moment, c'est écrit en SMS. Bon, pardon.
Ça fait un peu vieux jeu, mais bon. Près de 40 ans après ses premiers pas chez Patrice Laffont, Laurent continue à arpenter les plateaux télé. Heureusement qu'il y a le maquillage. Hein. Ça sauve pas la face, mais ça en cache une partie. Et c'est parti pour 2 heures d'infos. Cela fait déjà 3 ans que Laurent anime la matinale. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. Bonne semaine à tous sur Equidia et avec la matinale. On fête aujourd'hui les crépins, les jeunes qu'on attendait beaucoup et bien sûr sur le quintet. Du crépin et des enguerrans également. Allez, salut, à plus. 9h, la première partie de la journée de Laurent est bouclée. Cap sur sa seconde activité. Alors là maintenant on va faire un petit tour dans ma petite société de production. On est en train de finir un film sur les chevaux en baie de Somme. Voilà. Juan Carlos Canovas Belchi, espagnol, mon associé, Renaud Sionka, un de nos réalisateurs qui vient de finir 3 documentaires de suite. On produit beaucoup pour le cheval parce qu'en fait ça s'est trouvé comme ça. Et comme on n'est pas beaucoup, on a un peu créé le marché du CD-ROM là-dessus. Du coup, j'ai pas vraiment trop le temps on n'a pas trop le temps de développer ailleurs. Dans ce domaine-là, je suis un artisan. Voilà, pas un industriel. Laurent nous emmène maintenant chez lui. Il veut nous montrer sa dernière folie. Je vais essayer de vous montrer les images de mon cheval. Voilà le Golini. C'est là que ça se passe, regardez. D'un seul coup, il enclenche, il accélère, regardez. Il en passe plusieurs et il vient finir bien. Alors, non, Equidia n'est pas un placard pour celui qui a créé les bulletins météo d'Antenne 2. Combien j'ai eu de pur sang? 15 ans, je sais pas, une vingtaine au total, dont 8 à peu près de mon élevage, produits par ma poulinière, dont 4 ont gagné Quintet Plus, ce qui est pas si mal. Comment voulez-vous que j'explique à des gens à la télé ce que c'est que l'entraînement, ce que c'est que l'élevage, si je ne l'ai pas touché moi-même? Heureux hasard, s'est installé tout près de chez lui un restaurateur très particulier. C'est Bernard Assous. C'est Bernard Assous, le restaurateur du quartier. Le petit Italien qui bricole. Qui bricole, voilà. Bernard Assous est un type de relations publiques fabuleux qui connaît tout le monde dans le monde des courses. Et pile poil où il s'installe pour son restaurant, en pas de chez moi ou pas loin. L'horreur. Du coup, on vient souvent ici, voilà, il nous reçoit bien. Bref, Laurent Broumède est cerné et il en redemande. À bientôt sur les hippodromes, comme on dit. Bon voilà, je vais vous laisser, je vais aller faire un petit tour maintenant du côté de Deauville. À croire que Laurent rêve de prendre les rênes d'un hippodrome. Retour au parking, juste après la pub. Et maintenant, la lumière se rallume sur Laurent Broumède. Laurent, bienvenue dans Tout le monde en a parlé. Bonjour Thierry. Alors, vous êtes né le 5 février 1954 à Paris. Votre grand-père était lad à Maisons-Laffitte. Vous avez donc côtoyé très tôt les hippodromes, même si vous n'avez jamais été un très bon cavalier. Non, moi je ne monte pas à cheval, je descends. Ouais. Alors, votre père était comptable, mais il s'intéressait beaucoup aux chevaux. Ah oui, ça a toujours été un turfiste. Ouais. Et donc, entre ma grand-mère et puis les hippodromes, tout gamin, eh bien, c'est vrai que j'ai fréquenté toute ma vie les hippodromes. Alors, vos débuts à la télé, c'était à l'âge de 18 ans, pas comme animateur, mais comme candidat, dans le jeu des chiffres et des lettres sur Antenne 2. Ouais. Vous aviez gagné? Oui, j'avais gagné 5-6 fois. C'est mon parrain qui m'avait dit, qui était directeur de la photo, qui m'avait dit tu devrais aller, c'est pour toi ce jeu-là. J'avais 17-18 ans. Et j'avais rencontré Patrice Laffont. Et j'ai rencontré surtout la télé, le studio. Cognac-Jet, à l'époque, on rentrait comme dans un moulin. Il y a même des gens qui étaient venus voler un piano Steinway en passant comme ça. Et donc, du coup, on pouvait rentrer. Du coup, c'était pas comme aujourd'hui. Le contact était direct. Alors, après une prépa mathématique au lycée Condorcet, votre cursus se poursuit par des études en électronique à Toulouse. Ouais. Toulouse que vous choisissez à cause de l'hippodrome de la Sépierre. Ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, après les concours des grandes écoles, j'ai pris une des écoles qui se présentait parce que je voulais pas redoubler, etc. Je sentais déjà que je serais peut-être pas ingénieur, en tout cas de profession. Quand vous sortez de l'école en 76, vous devenez journaliste scientifique. Une émission qui s'appelle 1 sur 5. En 75, la dernière année de mon école d'ingénieur, je prenais le train et tous les mercredis, j'étais, ou presque tous les mercredis, en direct avec Patrice Laffont, qui venait de créer cette émission pour les jeunes, une sorte de carrefour de 2 heures, et je faisais la science. Oui. Alors 1 sur 5 parce que un Français sur 5 était un jeune. Exactement, avait moins de 20 ans, je crois, quelque chose dans ce goût-là. C'était un peu pour les ados. Dans le même temps, il y avait Dorothée de l'autre côté, Club Dorothée, mais pour les plus minots. Ouais.
Alors, le 15 juin 1978, vous faites votre première rubrique météo dans le JT de Patrick Poivre d'Arvor sur Antenne 2. Et là, ça a marché tout de suite parce que vous aviez un style scientifique, bizarre, avec des infogrammes. Enfin, vous vous rendez instantanément très très populaire. L'idée, c'était de raconter une histoire. Au lieu de dire le temps, il va être comme ça, c'est de dire le temps va évoluer dans la journée. Et ce fait de raconter une histoire a créé un personnage avec PPDA, qui était avec moi. Et puis en plus, j'avais une drôle de touche, faut bien dire ce qui est. J'étais un peu cinglé, inconscient. Vous aviez un look de premier de la classe qui était très surprenant. C'était surprenant. C'est bizarre. Après, avec le recul, on se demande comment on a fait pour vivre tout ça, avec cette touche-là, cette gueule-là, ces vêtements-là. Finalement, ça n'a pas trop mal marché. J'étais heureux. Et c'est vrai que j'étais connu en une semaine. Ça, c'est fou. Alors ensuite, toujours sur Antenne 2, vous devenez producteur. Vous avez été un des plus jeunes producteurs de France. Oui. C'est très bizarre. C'est Maurice Ulrich, le président à l'époque, et Xavier Larère, qui m'ont vu dans le journal et qui m'ont appelé un jour par télégramme sous ma porte, m'ont convoqué. Et on m'a dit prépare-toi, il y a des idées. Ils m'ont dit voilà, on voudrait faire en septembre un magazine de science sur Antenne 2. Est-ce que vous voulez le producteur? Un truc de dingue, je veux dire. Et après, le président m'avait dit vous en faites pas, on vous jugera pas avant 11 émissions. C'était avant un an. C'est vraiment une autre époque de la télé, je veux dire. Ça veut dire un espace de liberté. Vous imaginez, pour un malade comme moi qui était complètement cinglé à l'époque, c'est fou. Alors c'est une émission de vulgarisation scientifique qui fait un carton en prime time. Alors vous parliez de sujets pour 20h30, c'est absolument incroyable. Il y avait une émission sur le clonage des embryons de veaux. Ça doit être ma plus grosse écoute et ma plus grosse satisfaction de ma vie. C'était avec Friedman. C'était quelques jours avant la naissance du premier bébé éprouvette. On n'avait pas le droit de le dire. Et à l'INRA, on a découpé un embryon de veau en deux en direct. Ça a pris 8 minutes. On avait le temps à l'époque, et après on voyait les veaux tels que ça venait de faire. C'était une première, les images ont fait le tour du monde. Dans la même émission, on nous avait révélé qu'il y avait des embryons congelés cachés dans un hôpital à Paris. C'est des moments où ce jour-là, on faisait plus d'audience que les deux autres chaînes réunies. Il y en avait que 3, vous vous rendez compte? Et aujourd'hui, Friedman congèle des ovocytes. Voilà. Alors il y a eu aussi la première émission sur le sida en 1983, avant même que l'on sache que la maladie était due à un virus. C'est un fantastique souvenir pour moi, parce que moi, ce qui me passionnait là-dedans, c'est qu'il y avait une nouvelle maladie qui apparaisse. Moi qui étais censé à venir, où j'étais journaliste 10 ans, François de Closet, etc., m'avait dit ce qui compte, c'est ce qu'il y a de nouveau. Et beaucoup de gens n'ont pas compris que le sida serait important à cette époque-là. C'est étonnant. Y compris, je crois, Pierre Desgroupes. Ils m'ont reproché cette émission et ça m'a un peu entraîné vers la disparition de la science. Ensuite, en dehors de ça, parce que j'étais quand même un mec un peu compliqué, un peu zinzin et un peu casse-bombe, je veux dire, faut le dire franchement. Parallèlement à tout ça, donc vous étiez propriétaire de chevaux de course et éleveur, casaque blanche, manche blanche, diabolo bleu, toque blanche, losange bleu. Oui. Ça, c'est la passion qui rattrape. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, je me dis, maintenant que je peux avoir les moyens, les chevaux de course, c'est quand même mes grands-parents qui ont vécu un peu dans la misère là-dedans. Moi, ça m'attirait, puis j'avais envie, et puis j'ai envie de comprendre ce qu'il y avait derrière. Et donc, j'ai acheté les premiers chevaux avec un ami, Tony Tlout, et qui est resté un ami. Et on a des chevaux depuis plus de 15 ans ensemble. Alors ensuite, c'est Pyramide, qui a duré jusqu'en l'an 2000, avec Patrice Laffont et Marie-Ange Nardi, qui vous vaudra un 7 d'or. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre-temps, j'ai disparu 8 ans. 8 ans sans télé, où je ne pensais jamais en refaire. Je faisais de la radio, j'avais une société de production d'événementiel, j'avais beaucoup de travail, tout allait bien, mais je faisais plus de télé. Je me dis, j'en ferai plus jamais. Après tout, moi, j'étais pas destiné à être une vedette de télé, à ce qu'on voit ma gueule, j'étais ingénieur. Et puis c'est à nouveau Patrice Laffont et l'équipe de Pyramide qui est revenu me chercher avec Marie-Ange Nardi. Et il s'est passé un truc incroyable, qui est une émission vraiment marrante, à midi, quoi. Je sais pas si vous aimiez ça, si vous regardiez, si vous compreniez, mais il y avait un public de dingue, je veux dire, transgénérationnel sur Pyramide. Vous avez vécu comment votre célébrité? Au début, les 10 premières années, très mal. C'est-à-dire, j'étais pas destiné à ça. Ça m'embêtait, ça me... Quand les gens vous abordaient dans la rue, tout ça, ça vous plaisait pas? J'essayais de pas être désagréable, mais dans le fond, j'aurais aimé, parce qu'on me demandait chaque fois quel temps il va faire, parce que j'ai fait pendant un an la météo. Ceci dit, c'est une bêtise avec le recul. C'est quand même un pouvoir extraordinaire. Pourquoi? Pour une simple raison, ça vous donne de la liberté. La liberté de choisir, de faire des choses, d'avoir un peu plus, de gagner bien sa vie, donc de pouvoir créer, inventer. En fait, la vérité, c'est que entre l'école d'ingénieur, les préparatoires, puis la télé à haute dose, le JT, producteur, tout ça, la société de prod, tout ça, je veux dire, je comprends des jeunes qui pètent une durite ou un plomb. J'avais pas de vie sentimentale, pas de vie familiale, etc. C'était quand même un truc compliqué. Un jour, une copine m'a dit, tu sais, personne ne va jamais t'aimer. Je lui ai dit, je vais quitter la télé. Et en fait, un an après, j'ai fait Harakiri. Et autant dans cette période, je pouvais, à mon avis, je devais être désagréable sans le savoir, mais j'attirais tout le monde parce que j'étais comme un dingue.
j'étais la locomotive, mais en même temps, ça n'allait pas bien. Et quand Pyramide est arrivé, j'étais plus mûr pour accepter le fait que le public sait être connu. Vous acceptiez d'être aimé finalement? Bah, c'est quand même pas mal. Quelles ont été les réactions de votre entourage quand vous êtes devenu célèbre? Aucune réaction de mon entourage. J'étais très content, mes parents très contents, inattendus. Les médias, ça s'est passé comment? Là encore, j'ai pas fait les couvertures Télé 7 jours, etc. Je crois de Télépoche une fois, mais j'étais pas très ennuyé. Ouais, ils ont été toujours plutôt complaisants. Mais vous savez, quand vous faites la science et tout ça, on se dit... Ils savent pas trop quoi vous demander. Bah non, on se méfie un peu. Alors on fait pas beaucoup d'articles et quand on le fait, il est sympa. Vous avez gagné de l'argent? J'ai gagné ma vie, très honnêtement, toute ma vie. Moi, mon objectif, il est simple. Il a toujours été d'être libre. J'ai jamais eu de vrai patron comme salarié d'un patron. J'ai toujours été intermittent du spectacle ou saltimbanque. Et donc, tout le combat, c'est d'en gagner assez pour deux choses. Être libre, de dire oui ou non, et surtout ne pas être inquiet. Les chevaux, ça vous rapporte de l'argent? Non, les chevaux, globalement, coûtent de l'argent. Globalement, le retour sur investissement au galop est d'environ 50%. Alors évidemment, comme c'est mutuel, il y en a qui perdent tout et il y en a qui gagnent. Le seul moyen dans un galopeur que vous avez de gagner de l'argent, c'est que vous le revendiez très cher pour qu'il devienne, qu'il vende aux États-Unis, à un étranger, en Angleterre ou comme étalon. Sinon, globalement, le but, c'est de s'amuser en équilibrant. Ceci dit, c'est pas comme un yacht. Quand vous achetez un yacht, il perd tout de suite 50% de sa valeur. Un cheval, vous avez toujours l'espoir qu'un jour, vous fassiez fortune avec. Et sur le plan amoureux, ça vous a servi d'être célèbre? Pas du tout. Parce que, absolument, tous les gens que j'ai... Il y a des gens qui m'ont couru après pour la notoriété, évidemment, voire qui m'ont rattrapé. Mais les gens que j'ai vraiment, qui ont partagé ma vie ou fait ma vie, étaient des gens pris ailleurs, justement, comme par hasard, à l'étranger. C'est-à-dire des endroits où on ne savait pas, où on ne me voyait pas, on ne me reconnaissait pas ni dans le métro ni dans la rue. Dans toute cette époque, quel a été le meilleur moment? Le meilleur moment, c'est sans doute l'émission Planète Bleue avec les bébés éprouvettes. Parce que je savais le lendemain avec mon équipe qu'on avait fait une émission vraiment intéressante, vraiment historique, et que je n'aurais plus jamais dans ma vie une telle audience. En plus, quand on fait ce genre d'émission, comme j'ai toujours été, aussi bien en sciences qu'en santé, bon, c'est pour gagner sa vie, c'est par passion, mais c'est aussi par le bonheur de vulgariser, d'expliquer, de transmettre. C'est savoir qu'on peut faire ça quand on est journaliste ou producteur. Bah, vous vous dites c'est bien. Et le pire moment? Quand j'ai arrêté, sans doute, forcément, parce que je me suis rendu compte que j'étais arrivé au bout d'un cycle et qu'il fallait que je rebondisse et que j'invente autre chose, ma vie, je m'invente une nouvelle vie. Mais en même temps, je l'avais provoqué. Vous êtes nostalgique de cette époque? Non. Je le revivrai pareil. J'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies. Tout était très différent. J'étais moi-même dans ma vie personnelle et privée différent. J'ai aucun regret. Maintenant, il y a tellement de hasard dans une bizarrerie comme ça qu'il faut attendre les hasards qui viennent. Vous êtes rancunier? Oui. Il y a des gens à qui vous en voulez? Ah oui, très peu. Très peu? Très peu. Uniquement les gens qui m'ont traité un jour de malhonnête. Ah oui? Oui, ils se reconnaîtront. Il y a des gens qui sont comportés mal, qui ont traité de malhonnête. Ça, je supporte pas. À la limite qu'on dise que je suis un mauvais présentateur, qu'il faut pas présenter avec des cheveux gris, que je deviens moche, que je bafouille, que je dis des bêtises. Ça, je m'en fiche. Ou je suis mauvais, ou je parle trop vite. Il a qu'à ralentir. Bah attendez, ok, qui regarde l'autre chaîne. Mais en revanche, que je sois malhonnête, ça, je supporte pas. Des gens de la télé? Oui, bien sûr. Et je vais vous dire, pas beaucoup, mais ça suffit pour se dire qu'il faut prendre la télé avec un peu de distance et avoir une vie ailleurs. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? J'ai tendance à dire que je ferais tout pareil parce que je ne sais pas si je saurais le faire autrement. J'aurais aimé mieux gérer une transition de mes 30 ans ou utiliser mieux mon capital de notoriété de l'époque et surtout d'expérience déjà de producteur pour inventer une émission plus moderne. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe? Quelle épitaphe vous souhaitez? Vive la liberté ou bien vivez votre vie. C'est-à-dire que je pense que beaucoup trop de gens sont dans un moule. Par exemple, ils veulent être à la place de quelqu'un d'autre. Ils veulent être... Alors qu'en fait, la vérité est à l'extérieur. Plus vous avez des expériences différentes de votre champ de compétences, plus vous élargissez votre connaissance, votre bonheur. Et donc, le seul moyen, c'est d'être libre. Donc, assumez votre personnalité, votre vie, vos goûts, votre style.
Assumez vos défauts. C'est votre vie qu'il faut vivre. Voilà. En ce qui me concerne, c'est parce que j'étais plutôt un peu moche, plutôt un peu bizarre, plutôt un peu premier de la classe avec des drôles de lunettes que ça a marché au départ. Et quand je peux rester complètement zinzin et un peu emmerdeur sur les coins et un peu dérangeant, c'est mieux. Merci Laurent, j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci beaucoup. Merci. J'accueille Jean-Patrick Capdevielle. Il est peintre, il est cinéaste à 16 heures, il vit à Ibiza et sa chanson « T'es dans le désert » qui est un rock français, vous l'entendez beaucoup sur les antennes. Il a une vraie personnalité. Je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours. Déjà quelques mirages me disent de faire demi-tour. La fée des neiges me suit tapant sur son tambour. Les fantômes du syndicat, les marchands de certitude se sont glissés jusqu'à ma dune, reprochant mon attitude. C'est pas très populaire le goût de la solitude. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert. Toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut faire jouer les yeux bandés. Tout le monde en a parlé, à retrouver Jean-Patrick Capdevielle à Paris. Le chanteur n'a pas changé. Chaotique, anarchique, libertaire, etc. C'est comme ça que constitue mon cerveau, quoi. C'est comme ça que j'ai plein de transversales dans tous les sens. Et Jean-Patrick analyse en toute lucidité les raisons de sa traversée du désert. J'ai un sens très très fort de ce qui est populaire. C'est-à-dire que c'est généralement ce que je déteste. Quand je déteste... Sur mes premiers albums, j'ai toujours... la chanson que je détestais, c'est toujours la chanson que la maison de disques voulait sortir en single, et celle-là qui marchait. Et lorsque j'ai eu suffisamment d'autorité pour dire non, cette chanson ne sortira pas en single, et ben là, ça a beaucoup moins bien marché. Ça va? Et moi alors? L'auteur-compositeur-interprète n'a pas pour autant renoncé à la musique. On le retrouve dans le 9e arrondissement de Paris. Il vient de créer une web radio. Petite structure, un bureau et quelques ordinateurs. Ma radio à moi. Maradioamoi.com. Branchez-vous, vous êtes chez vous. Alors, il faut d'abord que je vous dise un truc. Ma radio à moi n'est pas une radio. C'est un outil à fabriquer des radios. Et ça n'est pas la radio de Jean-Patrick Capdevielle. D'accord? C'est clair? Ma radio à moi, c'est la radio des gens qui la font. Ça, je trouve ça, c'est exactement ça, en fait. Ibiza, New York, Londres, Jean-Patrick a toujours voyagé, mais c'est dans Paris, sa ville natale, qu'il semble perdu. Et c'est une ville à la fois qui m'émerveille toujours autant et que je connais toujours aussi mal. La première chose que je fais, c'est d'aller essayer de retrouver un périphérique, où que je sois. Quand il faut traverser Paris, je suis sûr de me perdre. Et là, il y a un endroit qui est pire que pour moi, c'est la banlieue. Alors là, la banlieue, dès que je suis de l'autre côté du périphérique, dès que j'ai mis 2 roues de l'autre côté du périphérique, je suis perdu. Je suis officiellement perdu. Dans les années 60, il a côtoyé les Beatles, les Stones et Hendrix. Aujourd'hui, c'est d'un jeune groupe de rock dont Jean-Patrick s'occupe. T'en as d'autres? Non. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps. Et Jean-Patrick Capdevielle ne se fait pas prier. Les yeux bandés. Voilà, ça y est, c'est fait. Moi, je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours. Déjà quelques mirages. La fée des neiges me suit tapant sur son tambour. Si j'avais su que je viendrais ça pour ici pour ça. Je t'appelle demain. On se marie. Ouais, d'accord. Je dis pas que je chanterai plus jamais, mais j'ai trop d'envie dans tous les sens, quoi. En fait, je pense que j'ai jamais été qu'un fan. Un fan qui avait la chance de faire de la musique. Je pense que c'est ça. Là, quand j'ai chanté là, ça a été une vraie émotion, parce que j'avais vu les tas de gens que j'aimais ici. L'Olympia. Chaque fois que j'essaie d'entrer dans le moule, je me plante.
Je ne dois pas être crédible ou je fais mal. Peut-être que le seul talent que j'ai, c'est d'avoir de l'audace. L'audace et le cran de dévoiler ce qui le met en colère aujourd'hui. Il y a un truc qui est atterrant pour moi. Ça c'est vraiment un truc, ça m'angoisse pas, mais ça me met en colère. C'est de savoir que j'ai vécu plus de jours que je vais en vivre. Là, j'ai peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, je sais pas, mais tu vois, c'est pas beaucoup plus, quoi. Et maintenant, la lumière se rallume sur Jean-Patrick Capdevielle. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Tout le monde en a parlé. Alors, vous êtes né le 19 décembre 1945 à Levallois-Perret, d'une famille bourgeoise, originaire du Sud-Ouest. Ils faisaient quoi, vos parents? Mon père était ingénieur, il travaillait dans une usine qui s'appelle Hispano-Suiza, qui s'appelait, je ne sais pas si ça existe, il dirigeait le bureau d'études. Alors, fils unique? Fils unique. Enfant gâté? Peut-être un peu trop, oui. Enfant précoce aussi, vous avez le bac à 15 ans? 15 ans et demi, oui. Et puis 3 ans de médecine et de droit, mais en dilettante, hein, ça vous branche pas? Tout à fait, oui, je passais beaucoup plus de temps à la Cinémathèque, dans les cinémas de Saint-Michel ouais. Et puis j'ai rendu une copie humoristique à la fin de ma 2e année de médecine, qui m'a valu de passer devant le conseil de l'université, qui était présidé par le président du Sénat. Je signais Landru et je donnais rendez-vous à l'examinatrice, enfin, etc. Ouais. Il m'a dit, mais vous vous rendez compte, vous avez dérangé tout ce monde. Je dis, moi, j'ai rien demandé. Oui. Alors, les salles d'art et d'essai, les concerts, les voyages. Et en fait, vous rêvez peintre. À 17 ans, vous allez voir un galeriste qui aime votre peinture et il vous dit, est-ce que tu es prêt à crever de faim pendant 15 ans? Et là, non. J'ai réfléchi pas mal et entre-temps, j'avais eu un petit garçon qui était né. Comme ça, il fallait nourrir la petite tête blonde. Pour nourrir la petite tête blonde, vous devenez mercenaire dans la presse jeune chez Daniel Philippaki. J'ai travaillé à Salut copain, à Mademoiselle Ashton, j'ai travaillé un peu à lui. Et puis petit à petit, je suis passé de rédacteur à photographe. Ouais. Ça a été une chose un petit peu naturelle comme ça, et puis directeur artistique, quoi. Voilà, tout est bon pour financer des week-ends à Londres, des 3 mois à New York, des traversées des USA en bus Volkswagen. Enfin voilà, quoi, c'est une bonne époque, effectivement. Mais c'était une époque où j'allais respirer à Londres, parce que comme j'avais les cheveux jusque-là et que je me faisais insulter à tous les coins de rue à Paris, dès que l'avion se posait à Londres, voilà. Mais c'est au bistrot de la rue François 1er, à côté d'Europe 1, que vous rencontrez Eric Clapton. Et là, vous commencez par admirer vos vestes respectives. Oui, effectivement, quand je suis arrivé, il avait la célèbre veste militaire des débuts de Cream, assez sobre finalement. Et moi, j'avais une veste en corduroy, en velours fine Milleray. Et je lui dis, jolie veste. Il me dit, la tienne aussi, on échange. Alors évidemment, il est beaucoup plus petit que moi, c'est-à-dire que sa veste m'arrivait là, il flottait dans la mienne. Cream est reparti le lendemain, et puis lui, il est resté quelques jours, je l'ai amené un petit peu partout. Je pense que 2 week-ends après, je suis allé à Londres. Et puis, on finissait par me prendre comme je les accompagnais dans la tournée. Ils pensaient que Cream, ils étaient 4, quoi. Parce que j'étais habillé comme eux, j'avais le même look qu'eux, j'arrivais en même temps. Alors là, vous découvrez le Swinging London. Alors, c'est une époque absolument extraordinaire, le Speakeasy, hein, où on rencontrait... Bag on Nails, le Blazes, tout ça. Voilà, Mais quand on était accompagné de Clapton à cette époque-là, ou quand on accompagnait Clapton, on pouvait se retrouver à une table où il y avait 2 Rolling Stones, 3 Beatles plus loin, etc. Jimi Hendrix, Roger Daltrey, enfin, c'est extraordinaire. Grande époque. Et là, vous avez vos premières velléités de faire de la musique. Vous allez voir Jacques Wolfson, le producteur de Dutronc, avec une cassette où vous avez mis votre voix sur une chanson des Rolling Stones. Oui, par-dessus la voix de Mick Jagger. C'est un duo assez étonnant. En même temps, il y avait un garçon là, qui s'appelait Jacques Dutronc, je l'ai appris par la suite. Il y avait Wolfson et il y avait Landsman dans les 3 Jacques. Et ce garçon n'avait pas encore sorti son disque. Hein. Et il me dit... tu veux bien écouter ça? Alors, en plus, sa bande, c'est un peu... l'atmosphère était un peu tendue parce que la bande, c'est un peu emmêlée, etc. Et il me fait écouter et je lui dis, ça ressemble à Antoine en moins bien. Et je ne savais pas que c'était lui. Et qu'en plus, il y avait une guerre à l'intérieur de Vogue, qui était le disque entre son producteur et le producteur d'Antoine. Et j'ai reçu Landsman qui me dit alors, je lui dis non, je vais rester dans le journalisme pour l'instant. Il me fait bien, c'est plus sûr. Voilà. Alors après cette période de mercenaire de la presse, vous décidez de créer un mensuel pour les filles. C'était l'époque où il y avait pas mal de jeunes éditeurs ambitieux qui voulaient s'attaquer à l'empire Philippaki sur les jeunes. Donc
comme j'avais cette expérience-là, et puis en plus j'avais été directeur artistique chez Publicis, je pouvais un peu maîtriser la création d'un magazine comme ça. J'ai été approché par plusieurs. Il y en a un en particulier qui est devenu chanteur par la suite sous le nom de La Roche-Valmont, qui s'appelait Jean-Quentin Gérard, et qui m'a demandé de mettre au point pour lui une formule. Et j'ai fait une formule, c'est devenu Stéphanie. Seulement il l'a gardé pour lui. Oui, d'accord. Alors moi j'ai fait une sorte de Stéphanie bis qui a moins bien marché, mais suffisamment marché pour que Sardou s'y intéresse et me rachète l'affaire. Voilà, et donc là, vous prenez une année sabbatique pour peindre 12 heures par jour. Quoi. Voilà, et je fais ça avec un peu d'excès. Et j'avais toujours fait une peinture très libre, très gestuelle, comme ça. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris des photos que j'avais prises aux États-Unis sans viser, comme ça au hasard, et je les ai décrites avec des lignes verticales, comme si c'était sur un écran de télévision. Donc c'est exactement le contraire de ce que je fais. C'était un travail très appliqué sur des gigantesques toiles, et je me suis ennuyé, mais à mort. Et au bout de 9 mois, je me suis dit non, je ne parce que vous avez dit, là, il faut vraiment que je sois peintre, alors je vais le faire. Oui, c'est ça, je l'ai fait sérieusement. C'était la pire des choses. Moi, chaque fois que je fais un truc sérieusement, ça marche pas. Voilà. Donc ça vous a lassé, effectivement. Ça m'a lassé, et pendant une semaine, je me suis retrouvé, comme disent les bouddhistes, sans plafond sur la tête, au-dessus de la tête, et sans plancher sous les pieds. Et la chose la plus naturelle que j'ai faite, ça a été de prendre une guitare qui traînait là, et sur laquelle Eric avait joué. Donc voilà, et j'ai écrit 2-3 chansons. Je suis allé voir la seule personne que je connaissais à l'époque, qui s'appelait Patrick Gandolfi, qui était un garçon que j'avais connu à l'époque où je travaillais à Actuel. Et je lui ai montré, et il m'a dit je te signe. Ouais. Je suis finalement c'est facile. Il y a eu Solitude là qui était. Oui, il y a plein de mots comme ça. En français, oui, qui a bien marché. C'était une sorte de reggae, oui, ça a bien marché. En tout cas, ça a marché suffisamment pour que lorsque la boîte de disques de William Scheller qui m'avait signé s'est arrêtée parce que Ketchup Music, voilà, c'est ça. S'est arrêté, je me suis retrouvé libre de contrat et j'avais ce titre qui passait à fond sur Europe, sur RTL et tout ça. Donc voilà, ils se sont intéressés à moi. Et alors en 1979, vous sortez chez CBS, Canter dans le désert. Vous l'avez écrite comment cette chanson ? J'avais une dizaine de chansons et au dernier moment, je me rends compte, j'entendais de temps en temps Monte Carlo, Radio Monte Carlo, qu'il y avait une chanson qui ressemblait terriblement à L'encre de tes yeux de Cabrel. Je me dis, c'est pas possible, il faut que j'en écrive une autre. Et à toute allure, j'ai écrit une musique, dans l'avion, j'ai écrit les paroles, et je n'aimais pas du tout cette chanson. Alors d'abord, je voulais pas la mettre sur le disque. Les gens qui m'ont enregistré m'ont dit si, il faut la mettre, je t'assure, elle est efficace. Une fois qu'elle a été sur le disque, je voulais pas la sortir en single, après je voulais pas la défendre, et ça s'appelait Quand t'es dans le désert, et on me la ressort toujours 35 ans plus tard. Ah oui, mais c'est un tube absolument énorme. J'ai fait une erreur terrible, c'est-à-dire que tous les 8 mois, je sortais un album. Et j'ai rencontré des gens qui achetaient le 3e album et qui me disaient mais comment il n'y a pas Quand t'es dans le désert, parce qu'ils pensaient acheter le premier. Ah ouais. Et ça, c'est monstrueux comme erreur. Donc, Quand t'es dans le désert, en fait, en l'écoutant, il y a une critique du giscardisme. À l'époque, je ne m'étais pas du tout aperçu. Il y a un gros clown sinistre. C'est Raymond Barre, j'imagine. Et un piètre accordéoniste. Et je ne m'étais jamais rendu compte de ça. Je m'en suis aperçu en préparant cette émission. Et là, il s'est passé un truc vraiment étrange. C'était... Je venais d'acheter une ruine. Maintenant ma maison là-bas. Je venais d'acheter une ruine et j'étais en train d'enlever les racines qui avaient poussé au travers des murs et j'écoutais donc Monte Carlo sur un petit épaz, un truc comme ça. Et d'un seul coup, j'entends ma chanson. Je me dis, c'est pas possible, c'est extraordinaire, quoi. Et c'était vraiment tout au début, c'était la première fois que je l'entendais à la radio. Et la désannonce, c'était mon pote avec des paroles comme ça, tu vas pas souvent l'entendre ta chanson. Non. J'étais effondré. Alors vous avez été célèbre immédiatement, non ? Ça a été trop rapide. Ça a été trop rapide parce que je ne me suis pas rendu compte que ce métier était un métier difficile. D'abord parce que j'avais pas fait des petites boîtes avec des groupes, etc., des petits clubs, des trucs comme ça. Ce qui fait que ça m'a paru normal. Je m'attendais à ce que personne n'écoute mon disque, mais le fait d'être disque de platine, et à l'époque c'était 400 000, ça me paraissait tout aussi normal, quoi. Voilà. Et donc je faisais attention à rien, j'avais aucune stratégie de carrière, rien du tout. Alors, quelles ont été les réactions de votre entourage quand il y a eu cet énorme tube ? Mes amis, mes amis, la plupart des gens de mes proches, ça a été tu as changé, avant même que j'ai le temps de changer. Quant à ma mère, ça a été tu me mens, je l'ai lu dans un journal que tu avais fait ça, et c'est pas ça, tu me dis que tu fais ça, mais le journal dit que... Ah oui, d'accord.
Voilà, en gros, c'était ça. Donc c'est pas très agréable finalement. Je suis un fils de Woodstock et de trucs comme ça, moi. Je suis un fils non seulement du swinging London, mais aussi de l'Amérique hippie, quoi. Et pour moi, mes références, c'était Jim Morrison, c'était Dylan, c'était même Jagger. Donc ça oscillait entre le grand spectacle et la messe et la cérémonie. Et je me suis retrouvé passer chez Guy Lux entre Sheila et Dalida avec un type qui me disait Jean-Marie de Vielle. et voilà. Je l'ai vécu un petit peu difficilement. J'avais aucun mépris, sincèrement. J'avais aucun mépris ni pour Sheila ni pour Dalida. Elles faisaient leur truc, je faisais le mien. Je pensais que si Sheila était Sheila, que c'était la meilleure de toutes les filles qui voulaient être Sheila. Et Dalida, c'était la même chose. Donc tout allait bien, mais on n'était pas dans la même. On ne voulait pas dire la même chose. On ne parlait pas de la même chose. Quoi. Et avec les médias, ça s'est passé comment? Je pensais être attaqué par les médias grand public. Et je pensais que les médias un peu branchés allaient me défendre, etc. Il s'est passé exactement le contraire. Et avec une virulence qui m'a surpris. Alors j'ai peut-être réagi un peu violemment. Pour l'amour, ça a été bien le tube? Ah bah oui, c'est-à-dire qu'il fallait franchir les haies de fans à la sortie des concerts. Ça, c'était très pressant, ça. Vous avez connu ça, quand même? J'ai connu des filles qui campaient devant ma maison à Ibiza, qui était à 4 km de chemin de terre du village le plus proche, quand même. Ah ouais? Ah oui, mais qui campaient devant, qui avaient la tente et tout. Ça a été quoi le meilleur moment de toute cette époque? Je pense que ça a été quand j'ai enregistré mon premier 45 tours au studio Ferber avec des copains et qu'on était bourrés de champignons hallucinogènes. Ah oui, d'accord. Ça a été formidable. Et le pire, c'est le lendemain matin? Le pire, c'est quand on a senti le champignon pendant 8 jours. La descente. Donc alors, vous avez un succès public très important, mais la critique ne vous aime pas, c'est-à-dire que De Caunes, Manœuvre, vous reproche vos emprunts à Springsteen, à Dylan, vous accusent d'être un pompeur. Ils font de l'anti-Capdevielle primaire, quoi. Oui, je crois qu'il y a même eu un article dans Libé qui était signé de Kolpakopoul, dans lequel il disait « Un danger nouveau menace le rock français, le capdevialisme ». Ah oui. Et alors il disait « Ce type-là n'ira jamais sur scène », alors que mes concerts étaient annoncés dans le même oui, à la fin de Libération, dans le même numéro. Et il accusait, il disait « Et d'autres vont se glisser dans la brèche qu'il a créée, par exemple Bachung, parce que le pauvre Bachung, ça faisait 10 ans qu'il faisait ce métier, lui. Il avait se glisser dans la brèche de personne. Voilà, mais c'est dû à quoi, ça? Vous l'expliquez comment? Bon, j'avais été journaliste, je faisais un type de musique que ces gens-là aimaient et qui se sont tous fantasmés dans le rôle que qui avait été le mien. Quoi. Alors, il y avait un autre problème quand même, c'est que vous ne vouliez pas vraiment être chanteur, quoi. Vous ne vouliez pas transformer le plaisir de chanter en corvée, d'une certaine façon. Non, je voulais pas de métier, surtout. Je voulais pas devenir un chanteur de métier. Mais vous n'avez pas voulu être chanteur, et après vous commencez à faire des clips, à vous tourner vers le cinéma, et puis vous vous dites finalement 3 ans pour faire un film, c'est quand même super long, et je ne serais pas réalisateur, quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai expérimenté le truc. C'est-à-dire qu'à un moment où j'ai pu me payer ça, je me suis payé une année sabbatique, puis 2, et je suis allé à Los Angeles, à UCLA, pour étudier le cinéma. Voilà, je pouvais le faire, je l'ai fait. C'est bien. Il y a des gens qui s'achètent des voitures très puissantes, moi j'ai fait ça. Bravo. Et en revenant, j'ai fait un certain nombre de clips, dont un qui était un peu pour Cochiante, qui était considérable. Il y avait beaucoup de monde on a tourné 2 fois 23 heures de suite. Le pauvre, sa femme, à un moment, m'a dit, bon, maintenant, si tu fais un plan de plus, il va pleurer. et je me suis rendu compte que, voilà, je vivais des petits films d'une certaine façon, avec 80, 100 personnes sur. Je me suis dit, un vrai long, je vais pas pouvoir. J'ai pas ça en moi, quoi. Vous êtes très bon parce qu'après vous faites un coup formidable. Emma Chaplin, vous en avez quand même vendu 2,5 millions d'albums. Ça c'est autre chose. Ça c'est un truc que j'avais depuis longtemps parce que mon père écoutait beaucoup d'opéra. Ma grand-mère était premier prix du conservatoire de piano à Bordeaux à 12 ans. C'était un peu dans la famille. Il écoutait beaucoup d'opéra et moi j'ai toujours aimé l'opéra. Et mes fils aiment l'opéra aussi. Ça c'est curieux. Ça s'est passé comme ça. Et j'avais écrit un certain nombre de chants entre le pop et l'opéra, et dans les maisons de disques, quand je faisais écouter ça, ils se marraient, les gens. Puis il y a eu Bocelli qui a eu le bon goût de faire un succès avec ça. Alors évidemment, comme ils ont beaucoup d'imagination dans les maisons de disques, ils sont venus me voir en me disant on va faire un deuxième Bocelli. Alors je dis non, on va faire au moins une Bocella. Et alors voilà, j'avais sélectionné une petite jeune fille qui s'appelait Chiara Zeffirelli, et elle n'a pas compris ce qui se passait. Elle est passée complètement à côté du truc. Elle disait mais Monsieur Capdevielle, je peux pas parce que j'ai des mariages, j'ai des baptêmes, je vais chanter. Et puis donc, j'ai cherché et j'ai trouvé une jeune fille qui s'appelait autrement et que j'ai appelée Emma Chaplin. Et puis, boum.
Voilà. 2,5 millions, c'est pas mal quand même. Oui, et puis alors 2,5 millions, c'est passé assez inaperçu en France. On a vendu quand même 400 000 en France. Ouais. Mais on a fait des scores dans des pays improbables. On a été la plus grosse vente française de tous les temps en Nouvelle-Zélande. Ah oui. On a été la plus... Alors ça, c'est un truc dont je suis fier parce que c'est la plus grosse vente étrangère sur un an en Israël. Plus que les Beatles, plus que Pink Floyd, sur un an. Quintuple disque de diamant, un truc comme ça, c'est hallucinant. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous êtes nostalgique de l'époque de Quand t'es dans le désert? Il y a des choses qui me manquent, oui. Il y a des choses. La naïveté me manque. Vous êtes rancunier par rapport à des gens, justement, comme Manœuvre ou comme De Caunes? Manœuvre, j'ai fait une émission avec lui. C'était la 100e de son émission. Il m'a dit, c'est la meilleure qu'on ait faite. Ah oui, d'accord. Il n'y a plus besoin de rancune quand quelqu'un vous dit ça. Et De Caunes? De Caunes, je l'ai jamais rencontré. De Caunes, je crois qu'il lisait des textes qu'on écrivait pour lui. Ouais. Alors je peux pas lui en vouloir. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je me laisserais encore moins emporter par le milieu, le métier que je l'ai fait. Je me préserverais beaucoup plus. Ouais, encore plus. Ouais, je crois que je l'ai pas fait assez. Alors, si vous aviez une épitaphe à mettre sur votre tombe, ça serait quoi? Enfin. Pas mal. Elle est bonne, celle-là. Ben, au revoir. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci, Jean-Patrick Capdeville. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et maintenant, la lumière se rallume sur Alain Manval. Et maintenant, la lumière se rallume sur Marlène, sur Bernard Laporte, Patrick Dils, Caroline Barclay, Kofi Yamian, Eric Blanc, Caroline Loeb. Et maintenant, la lumière se rallume sur Éric Morena. Éric, bonsoir. Henri Chapier. Bonsoir Thierry Ardisson. Bonjour Thierry. Bonsoir. Bienvenue dans Tout le monde en a parlé. Merci. C'est votre vrai nom, Éric Blanc? Ah non, bien sûr que non. Ah bon? Alors, Kofi, vous êtes né en 1945, c'est tout ce qu'on sait, puisqu'à l'époque, les actes civils n'existaient pas au Togo. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de mois indiqué. Mais au Togo, quand ce n'est pas précisé, on met 31 décembre. Alors, plus tard, l'administration française décidera du 11 octobre 1945. Donc, au Togo, vous êtes né le 31 décembre 1945, et en France, le 11 octobre 1945. Vous avez 9 ans lorsque votre famille s'exile en France, à cause d'un coup d'État. Coup d'État du lieutenant-colonel Mathieu Kérékou, comme ce qui se passe souvent en Afrique. Ouais. Voilà. Et on arrive en France. Vous débarquez à Lagny-sur-Marne. Seine-et-Marne, oui. Ça a dû vous faire un choc. C'était difficile, surtout la neige. Parce que je découvre la neige, surtout les boules de neige dans la gueule. J'ai pas compris, surtout quand on m'appelait Blanche-Neige. Alors à l'école, votre grande taille, votre grand nez, votre allure dégingandée et vos cheveux roux suscitent des moqueries, même des insultes. Et effectivement, j'en ai beaucoup souffert. Alors, vous vous renfermez sur vous-même et vous vous réfugiez dans votre collection de timbres. Oui. Et moi qui j'étais tout petit, tout maigrichon, comme on dit dans notre jargon, je me suis dit, il y a ma place là. J'ai un truc à faire. Et puis, je sentais de suite dans ce sport l'envie, l'obligation d'aller vers les autres, cet esprit d'équipe qui est fort en rugby. Je l'ai de suite senti et j'ai de suite voulu appartenir à ce monde-là. Donc c'est pour ça que le samedi d'après, j'ai été à mon premier entraînement. Question sexe, votre mère qui était freudienne avait mandaté un ami à elle, freudien lui aussi, pour tout vous apprendre à l'âge de 10 ans. Vous savez, c'est assez perturbant, parce que j'avais aucune connaissance dans ce domaine-là, et après, il m'a incité à faire des choses qu'on ne devait pas faire. Alors, vous finirez par conclure à l'âge de 16 ans, en compagnie d'une courtisane de Bucarest. Oui, absolument, qui avait 30 ans. Mais vous savez, les parents voulaient vraiment qu'un garçon sache comment on vit, voilà. Lui, à l'époque, il a 64 ans, vous 21. Et puis là, une fois à Paris, je me dis, bon, allez, je vous débarquez chez Eddie Barclay, et lui vous dit, tu viens pour le week-end, vous dites, non, je viens habiter chez toi. Je suis jamais reparti, effectivement. Voilà. Et vous vous mariez, vous êtes la 8e épouse de Barbe Bleue, d'Eddie Barclay. Exactement. Et assez vite, il me propose. En fait, c'est lui qui était un grand fervent du mariage. Au bout d'un an de vie ensemble, il me propose de nous marier. Bon, moi, j'étais sûre de mon amour pour lui, et on était vraiment bien ensemble. Allons-y, c'est parti. Et là, le divan. Ah oui, le divan, je dois dire, c'est ce que les gens retiennent. Oui, c'est Freud à la télé avec vous dans le rôle de Sigmund. Un tout petit peu, mais il y avait quand même son image. Il m'a beaucoup apporté. Formidable idée. Hein. Alors en 1986, vous commencez la tournée des maisons de disques avec cette cassette, et c'est comme ça que vous enregistrez Au Bon Bateau. Oui. Le bateau sort en février 87.
Et je suis nominé aux Victoires de la musique. Je fais l'Olympia fin février 87. Le clip est récompensé au Lion d'Argent au Festival de Cannes. Enfin, tout va très très vite. Comme m'a dit le producteur de l'époque, comme un paquet de lessive. Oui, de toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère, indépassable. Vous n'étiez pas une chanteuse, en fait, vous étiez plutôt une chanson. J'étais devenue un trou avec du vinyle autour. Le soir, je cherchais ma pochette pour aller me coucher. Bon, c'est la folie. Ouais, c'est du délire. Même cité par Mitterrand dans une interview avec Morosi. Absolument. Enfin, il était très branché, hein, Mitterrand. Après, j'étais déjeuné à l'Élysée 2 fois, et avec Attali, ça y allait sur Gashpati et tout. Ça les amusait beaucoup, tout ça. La bonne idée, quand même, Eric. Votre idée géniale, celle qui fera votre succès, c'est d'imiter les Blancs. Ça, c'est extraordinaire. C'est génial. Moi, ça m'a toujours plu, ça. Alors, vous commencez par Rému et Fernand Reynaud, ce qui est quand même extraordinaire. Et même Le Pen. À l'époque, oui, un noir qui imite Le Pen, c'était... oui, c'était formidable, c'était révolutionnaire, bien entendu. Il n'y avait qu'un noir dans votre spectacle, c'était Yannick Noah. En ce moment, Thierry, t'es pas sans savoir que j'ai décidé de reprendre un petit peu le tennis. Je fais pas mal de tournois d'exhibition. J'étais au Trophée Lagardère il n'y a pas longtemps. Et bien après, j'ai fait un tournoi d'exhibition. Il m'est arrivé un truc incroyable. Je te raconte pas ce qui m'est arrivé. J'ai gagné un match. Ah oui. Ben vous deviendrez donc en 89 le premier maire noir de France, quoi. Et il n'y a pas d'autres exemples, malheureusement. Pour les gens de Sainte-Coulisse, c'était normal, quoi. Mais pour la presse, pour vos collègues, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai compris après. Ça a fait le tour du monde. Ah, vous étiez le Obama de l'époque. Absolument, oui, oui. Vrai, Obama avant l'heure. Ouais, avant l'heure. Alors justement, tout ça n'empêche pas Nicolas Sarkozy de vous nommer secrétaire d'État chargé des sports lors de son élection. Quelles ont été les réactions de votre entourage? Vos parents, par exemple? Ouais, c'était pas compliqué, mais bon, dire à mon père, socialiste depuis tous les temps, mais papa, je vais certainement rentrer au gouvernement de Nicolas Sarkozy. Et bien, mon père, il a pleuré au téléphone avec ma mère. Et le pire moment de cette époque, ça a été quoi? Quand on commence à me demander après le bateau de faire n'importe quoi. Le succès du bateau, les ayant gonflés, ils ont voulu faire plus. Et finalement, le résultat, j'ai fait des daubes à la suite. Alors le retour sur Terre, après tout ça, ça a été comment? Violent. Bah oui, parce qu'on part à 3000 à l'heure, c'est complètement grisant, c'est fou, c'est extraordinaire, et puis on voit pas le mur arriver, et puis on se le prend, quoi. Le pire moment, évidemment, c'est quand tout à coup ça a cessé. Alors voilà, il y a eu 350 divans pendant 7 ans et demi. À ce moment-là, Jean-Pierre Elkabbach arrive à la tête de France Télévisions. Il supprime l'émission. Oui. Faut dire que vous l'aviez jamais invité. Oui. Oh, mais je crois qu'aujourd'hui, on peut jeter la rancune à la rivière parce qu'il a culpabilisé après. Et là, c'est le drame, c'est-à-dire que le 12 mars 88, après la cérémonie des Césars, vous faites une imitation d'Henri Chapier qui va vous coûter votre carrière à l'époque. Vous dites avec la voix d'Henri Chapier: « Bonsoir, moi j'aime les cafés comme les hommes, forts et noirs. » Je rigole parce que... Oui, ça fait rire, mais bon. Ça fait... Je me souvenais pas le texte et... C'était la gueule de Chapier qui était marrante. Oui, voilà. Et à cette époque-là, vous l'avez rencontré, Chapier? Non, je ne l'ai pas rencontré, mais je l'ai eu au téléphone. Et en lui disant, mais je voulais surtout pas vous blesser, etc. Puis il me fait, non mais vous prenez pour qui, Éric Blanc? Et après, je vous attaque. Et il raccroche. Alors en mars 1978, vous passez un week-end dans l'île de Bréa. Absolument. Et vous vous retrouvez au cœur de la marée noire causée par le naufrage de l'Amoco Cadiz. Oui. Et là, vous rentrez à Paris et vous invitez les auditeurs d'Europe 1 à boycotter la Shell, qui était la société qui avait affrété l'Amoco Cadiz. Mais malheureusement, la Shell est un très gros annonceur de la station et vous êtes mis à pied. Le directeur des programmes de l'époque, qui est décédé, René Klettmann, m'a convoqué dans son bureau. Il m'a dit: Alain, il y a 3 choses qu'il ne faut pas faire en radio. C'est pousser les gens au suicide, à l'homicide et au boycott. Vous regrettez ça maintenant? Non, parce que je serai à l'antenne aujourd'hui, je dirais la même chose de BP. Alors en 1995, vous vous présentez aux élections présidentielles
avec un parti qui s'appelle le PLA, le Parti de la Liberté et de l'Amour. Oui, on sort encore les idées de M. Patrick Sébastien. Tout un programme. Alors, le programme, c'était une journée de l'amour par an, les préservatifs gratuits, l'école et le mariage homosexuel, voilà. C'était tout un programme sur l'amour, surtout. Sur l'amour et que les gens apprennent à mieux s'aimer, à se réconcilier. Alors là, Saint-Valentin, on voulait que son soit férié, des trucs comme ça, juste pour faire l'amour. Mais c'était une idée à lui? C'était un mélange de nos idées, mais l'idée principale était que lui voulait me mettre en tant qu'ambassadrice de l'amour, justement, en tant que candidate. Et lui, il faisait président d'ailleurs pour contrôler toute la gestion. Et là, il s'était fait vraiment virer de TF1 à cause de ça. À cette époque, en 95, on est parti de TF1. Alors lui, il est parti de TF1 à France 2, puis moi, je suis partie en Espagne. Vous êtes séparés pourquoi? Ah ben c'est lui, toujours très, très fort, me disant si tu n'acceptes plus d'être autant à la maison, je préfère qu'on divorce. La provoque en fait. Vous l'auriez pas quitté? Non, je pense que je l'aurais pas quitté. Après 30 heures d'interrogatoire, vous finissez par avouer. Pourquoi? Pourquoi? La lassitude. Je ne sais pas si vous arrivez là maintenant tout de suite à imaginer ce que ça peut représenter 30 heures. C'est pas 30 heures dans votre salon, c'est pas 30 heures en très bonne compagnie. C'est la police judiciaire qui sont là pour recueillir des aveux, pour pouvoir obtenir du résultat. Et encore une fois, 16 ans, je n'étais qu'un enfant. Donc à ce moment-là, vous pensez que les policiers vont se rendre compte que vous avez menti? En fait, vous rentrerez chez vous 15 ans plus tard. J'estime qu'il n'y a pas de mots, quoi. On a détruit mon adolescence, on a détruit une partie de moi et une partie de ma famille. En prison, c'était très difficile pour vous, non? Je suis malheureusement passé par toutes les étapes. Ça va commencer par des insultes, des regards, les violences physiques, le racket, et puis bien évidemment le viol, quoi. Si c'était à refaire, Eric, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je ne referais pas le bateau. Je ne referai pas le bateau, je parle avec mon cœur. Pour simplement pouvoir chanter ce que j'ai envie de chanter. Du lyrique, de l'opéra. Absolument. Et devenir Scarpia sur scène. Oui, et des belles choses. Je ne serais pas blessant, parce que j'ai dû être blessant sans le vouloir. Je resterai le Patrick que vous avez devant vous aujourd'hui. C'est de ne pas laisser quelqu'un me diriger. Qu'il faut toujours diriger moi, que je commande moi, que je prenne les initiatives. Est-ce que quelqu'un peut vous diriger, Marlène? Et c'est ça le problème. J'adore commander. Et c'est pour ça que les hommes dans ma vie, ils sont partis en courant. Peut-être que je serais un tout petit peu plus attentif à la cour, au phénomène de cour. Parce que je suis un peu ours et ça, je ne sais pas le faire. Ah oui. Je referais la même chose. Tout ce qu'on m'a offert, ça n'a pas de prix. Donc je regrette absolument rien. Je prendrais un bon avocat. J'ai failli avoir un enfant avec lui, je ne l'ai pas gardé, donc ça, je ne le regrette pas, parce que pauvre petit, il n'aurait pas profité de son papa très longtemps. Donc ça, j'ai pas de regret là-dessus. Non, franchement... Vous referiez tout pareil? Je referais tout pareil, non, vraiment. Le jour où vous allez disparaître, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe? Quelle épitaphe souhaitez-vous? Je crois que je mettrais « Sortez-moi de là ». Mais j'ai pas du tout pensé mourir, mais je ne veux pas mourir. Ah, vous n'allez pas mourir? Non. Vous voulez pas mourir? Ah non, je me vois pas du tout morte tout de suite. Moi, j'ai une phrase, c'est la blonde explosive qui parlait trop. Ben oui, mais quelque part, si on ne parle pas, alors on n'est qu'une potiche, alors. Un grand pas pour moi, un petit pour l'humanité. Surtout, je voudrais qu'il y ait, bien sûr, beaucoup de monde à mon enterrement, et que les mecs, après, ils fassent une belle fête et qu'ils se disent, c'est un bon mec. Ça me plaît. Bien. Ici, J. Kofi, il a fait ce qu'il a pu. Il a essayé d'aider les autres. Enfin, je suis devant toi. Oh, j'ai un tatouage ici, en berbère. Souviens-toi du futur. Merci, au revoir Caroline. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci à vous. À bientôt, j'espère. Merci Thierry. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci Bernard. Merci Thierry. Beaucoup. Merci beaucoup Thierry. Au revoir. C'était Tout le monde en a parlé. Amis du parking, bonsoir. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.